Dis 2 mots, ce que tu veux. Eh ben, 2 mots. Voilà. Ce que je veux. Parfait. Salut à tous, ici Nico, le créateur et fondateur et directeur éditorial et tout ce que tu veux entendre de Château, la petite maison d'édition de manga qui monte. Bienvenue dans ce nouveau programme dans lequel ça va être un concept qu'on a déjà vu, je crois, 36 000 fois sur YouTube, mais qu'on n'a jamais vu dans le monde du manga, ou alors peut-être, ou alors que je ne connais pas. Bref, de toute façon, et s'en fout, on est entre nous ici, chez moi, et on est avec un invité très spécial, qui va être d'ailleurs le premier invité de ce type de vidéo. Je vais laisser un peu le suspense, même si en l'occurrence, bon, les personnes, ils auront vu le titre de la vidéo, avec un énorme truc, écrit une énorme pancarte et un logo sur ta tête. Comme ça, voilà, les gens voilà, comme ça, on gardera le mystère jusqu'à la fin. De toute façon, maintenant, c'est mon nom de famille, hein, de Manga. De Manga Collect. Voilà. C'est une particule. Et en gros, pour que vous compreniez un petit peu le concept de ces vidéos-là, à chaque fois, je recevrai un invité qui est lié soit à la pop culture japonaise, soit au monde du manga, de l'animation. Et il y aura également d'autres versions qui seront disponibles sur Nico TV 2, qui, d'ici la sortie de cette vidéo, aura été lancée. Donc c'est une deuxième chaîne sur laquelle, là, principalement, on va parler d'autres choses que du manga. On va parler de ciné, on va parler de musique, on va parler de jeux vidéo. Mais en tout cas, sur Nico TV, vous aurez principalement des invités qui tournent autour du monde du manga et de l'édition ou d'autres choses. Parce que là, aujourd'hui, effectivement, notre premier invité, c'est toujours du manga, mais dans un autre domaine très spécifique. Est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui regardent cette vidéo-là et qui n'ont pas vu ton visage un peu placardé partout. N'importe quoi. Moi, enchanté, je m'appelle Freddy Harris, je suis développeur et fondateur de l'application Manga Collect. Tu es perdu dans toutes les sorties manga? T'achètes encore des tomes en double? Mais t'as pas Manga Collect? Télécharge l'application numéro 1 déjà utilisée par plus de 400 000 collectionneurs de manga. Simple, basique. Manga Collect, c'est ta mangatech dans ta poche pour ne plus te tromper en librairie. Scanne tes mangas, check ton planning, ajoute à ta wishlist, partage ta collection. Manga Collect, l'application indispensable des collectionneurs de manga, disponible sur iOS et Android. Donc une application de gestion de collection de mangas qui est déjà utilisée maintenant par plus de 400 000 utilisateurs. Donc voilà, j'avais fait la présentation. C'est vrai que dans tout ce monde du manga et de l'animation, moi je ne vais pas du tout rentrer par la même porte, vu que moi je viens vraiment de l'informatique et du multimédia. Et c'est un peu assez nouveau pour moi d'évoluer dans cet univers. Et là maintenant ça va faire que commencer, mais effectivement pour les personnes qui n'ont toujours pas l'application, parce que bon, 400 000 utilisateurs quand même, à un moment donné, je me dis que parmi toutes les personnes qui regardent cette vidéo, au minimum, si vous collectionnez les mangas, vous devez la connaître. Manga Collect, voilà, c'est l'application numéro 1 de manga en France. Et je dis bien de manga parce que en fait, ça englobe tout le secteur manga. Ça peut être gestion de collection de manga, ça peut être liste d'envie, ça peut être plein d'autres choses qui sont liées au manga. Donc, dans la gestion, après dans la lecture, c'est encore différent. Il n'y a pas vraiment d'application dans la lecture de manga, mais il y a des applications qui sont liées au manga de près ou de loin. C'est-à-dire qu'un jeu peut, entre guillemets, rentrer dans la case manga. Ah, tu fais ça comme ça, ok. Donc, à part Genshin, non, ouais, mais... j'ai jamais comparé avec les jeux, mais... Non, mais après, des fois, tu vois, sur le store, moi, je le vois par rapport au classement. Des fois, je peux être devant ou derrière une autre application de lecture type Picoma, mais ça dépend vraiment. Tu vois. Après voilà, ça dépend des semaines, ça dépend. Mais on n'est pas concurrent, quoi. C'est ça, vous êtes totalement différents. Mais c'est vrai que moi, de ce que j'ai vu pour le moment, que tu le veuilles ou non, t'es le numéro 1. Donc, dans la gestion de collection, ouais, et il se peut même que je sois devant les gestionnaires qui sont plus généralistes avec BD. Oui, donc... Alors moi, je fais que manga. Comme quoi, la puissance du manga, tu vois. On va énerver encore des personnes en disant ça, mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, le manga, c'est une grosse partie des ventes de livres en France. Donc, forcément, il y avait... dans la BD, c'est plus de la moitié. Ouais, c'est plus de la moitié dans la BD. En volume. En volume, ouais. En valeur, c'est encore un peu différent, mais... En volume, en même temps, les mangas sont vendus en moyenne aujourd'hui entre 8 et 10 euros. C'est sûr que quand tu compares à un roman qui est vendu à 20 euros, voilà. J'espère très honnêtement qu'on n'arrivera jamais à ce moment-là où le manga coûtera 20 euros. Même si aux États-Unis, ça se fait déjà. Hein.
Là, les gens ne le voient pas, mais dans ma bibliothèque, il y a un magnifique On manga a regardé tout à l'heure. qu'on va regarder. Je peux te le montrer si tu veux. Non, mais La Mangatech, tu veux que je Oui, le la montre? manga. Alors, je le garderai pour une autre vidéo. Oui, Ça, les gens- j'ai dit ça pour le plus. Bah, Moi, j'étais curieux, j'ai déjà tout regardé. c'est vrai que toi, t'es arrivé, t'as regardé directement pour regarder. Montre-moi, t'as fait. Comme ça, il peut me cataloguer, toi. Il peut dire, Ah ouais. alors, ce petit T'as des pervers. T'as des étiquettes qui ne jamais sont décollées. Il est vrai que j'ai des mangas assez particuliers, notamment sur le fétichisme des pieds. Non, ça c'est ce que des lecteurs m'ont dit. Je vous rassure, il Je y a les ai pas vus en tout cas. parce qu'ils sont cachés. Non, mais Non. très axé romance. Oui, c'est vrai que je suis très fan des comédies romantiques, donc on dirait pas, hein, parce que pour le moment, c'est vrai que dans notre catalogue, il n'y a pas de comédie romantique vraiment à proprement parler. Il y a une romance avec Ocean Color Polaris, mais il n'y a pas vraiment de comédie. Ah si, il y a Pseudo-Harem, mais voilà, Pseudo-Harem, c'est mon bonbon à moi. Et en plus, là, maintenant, au moment où cette vidéo est diffusée, en fait, l'animé a commencé. Donc ça me permettra de voir si justement ils ont bien fait le taf sur l'animé ou pas, si je dois avoir peur ou Déjà, c'est le même nom de l'animé que le manga. déjà c'est le même nom que l'animé et le manga. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose. Alors on avait fait attention. Alors en fait l'avantage, là pareil, on va discuter, mais dis-toi juste qu'en fait des fois on a les noms internationaux qui sont donnés directement par les ayants droit japonais. Ok. Donc en fait ça facilite. Ils ont déjà cadré. C'est ça, ils ont déjà cadré le truc, donc ça facilite un petit peu le travail et tu fais pas ce que tu veux. Donc ça à ce niveau-là, non. Bon, en tout cas, on est là pour toi, c'est vrai, parce que si on commence à parler de ma Mangatech, ça sera pour une prochaine fois, il faut garder un peu le secret de ça. Mais toi, il faudra parler avant tout de toi. Parce que les gens voient l'application, ils l'utilisent tous les jours et tout ça, mais ils ne savent pas qui sont les personnes qu'il y a derrière. Plutôt qui est la personne Oui, parce qui que est il derrière. n'y a que moi. Voilà. Donc ça, première révélation. Allez, on a à peine commencé déjà. Révélation. Merci, au revoir. C'était une très bonne vidéo. Voilà. Mais donc effectivement, t'es tout seul derrière l'application et Ça. donc moi j'ai plein de questions qui me viennent en tête. On va en discuter tranquillement et tout ça. Il faut que vous compreniez que dans ce genre de vidéo, en fait, il n'y aura jamais de fil conducteur. J'ai rien préparé, j'ai pas de feuille ou quoi que ce soit. On est vraiment là avec le thé en train de discuter. Petite boisson. Chill. Il a regardé ma Mangatech pour savoir sous quelle catégorie il devait me juger et tout ça. Voilà. Mais moi, ce qui m'a intrigué, effectivement, c'est de savoir déjà. Oh, j'ai affiné juste mon moteur de recommandation. Ah bah oui, voilà, c'est ça. Comme ça, tu pourras m'envoyer des bonnes recommandations, mais comme il le faut et tout. Mais justement, comment est venue l'idée de cette application-là? Parce que jusqu'à présent, on va pas se cacher. Tous les lecteurs de manga, on avait chacun une manière différente, entre guillemets, de gérer notre collection. Soit on avait le fichier Excel, certains avaient la feuille de papier, il y avait ceux comme moi qui prenaient des photos des mangas que j'avais envie, et à la fin, j'avais genre une galerie avec 1500 photos de mangas, et je savais même plus à un moment donné si je l'avais ou pas. Donc chacun on avait une manière différente de gérer notre collection. Il y avait des sites, je crois Manga Sanctuary qui Manga Sanctuary, Manga News, même Nautilusion. Nautilusion, ouais, mais c'est un petit peu dans le secteur, ça. Qui ont des très belles bases de données. Ouais, du coup, que je continue à utiliser. Et du coup, qui aussi propose la gestion, mais c'est vrai que c'est qu'une partie de leur ensemble. Et ils avaient jamais trop investi le mobile. Et moi, on va dire quand j'étais, en fait, Manga Collection pour moi c'est un projet de fin d'études. Donc il date de 2011-2012. D'accord, oui. Donc c'était vraiment à la base, tu ne disais pas je vais en faire mon métier, je vais faire en sorte que ça explose. C'est un petit peu dire que le projet de fin d'études est un peu axé à qu'est-ce que tu ferais si tu faisais une entreprise, etc. D'accord. Et donc ça pouvait. Donc j'ai quand même en le faisant, tu te projettes un peu dans ça, et surtout c'était prévu du début d'être une application mobile. D'accord. Ah oui. Et d'avoir le scan de code barre. C'est vraiment ce que je voulais du début. Mais en 2011, on était encore vraiment au début des smartphones, c'est-à-dire non, de l'iPhone c'est 2007. Hein. De l'iPhone c'est 2007, mais il y avait pas entre guillemets toutes les possibilités. Ouais, il y avait quand même. Il y a quand même une bonne. Il y avait quand même déjà un écosystème qui était bien installé. Oui, on n'était plus en train de dire c'est un truc gadget, tu vois, le téléphone. Oui. En 2011-2012. Moi, j'ai eu des cours aussi là-dedans. Enfin, moi, quand j'étais étudiant, tu vois, je faisais du Flash, hein, donc. C'est une autre époque pour les personnes qui regardent ça. J'ai fait des petites animations, des petits jeux, coder des trucs. Donc là, c'était un projet qui était quand même bien plus ambitieux, vraiment à ce moment-là. Ah oui, moi j'avais appris la programmation iOS, on avait une salle Mac à l'université et tout. Et du coup, en fait, alors déjà la première chose, est-ce que ton projet a été validé? Oui, je sais. Parce que je me dis en 2011, j'ai dit le manga c'est quoi ce truc-là? Non, mais de toute façon c'est pas ça que les professeurs
Jugé. Mais quand j'étais en master, c'est vraiment ton projet de fin d'études, comment tu le voyais, c'est quoi le marché que tu pouvais avoir, comment c'est ta rentabilité, et le développement après, l'application en elle-même que tu montrais, et après, voilà, c'était aussi beaucoup l'aspect technique et interface. D'accord. Si. Moi, j'ai fait de l'informatique, mais c'est plus dans la partie multimédia. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait aussi beaucoup de designers ou de chefs de projet qui sont sortis des mêmes promotions que moi. Et donc, du coup, on était vraiment très axés. On a eu des cours aussi même de design du UX, plusieurs expériences. L'expérience utilisateur, du coup, j'essaie aussi de me faire d'anglicisme. On va sortir plein de mots les gens. Améliorer le parcours. Enfin, moi, une phrase qui revenait souvent, c'est compliqué de faire simple. Et vraiment, c'est ça. Tu vois, si tu galères derrière une interface et que tu te sens bête, c'est que la personne derrière, elle s'est pas pris la tête. Et je te confirme, j'ai pas mal d'amis qui sont dans l'UX et je crois qu'ils diront. Et donc voilà, en tout cas, donc moi, c'est pour ça que j'aime bien tout ce qui est interface, parce que l'interface, c'est le pont entre le design et le développement. Parce qu'après, pour le développer, c'est aussi beaucoup de travail, de micro-interactions, genre de choses, des animations aussi. Mais du coup, et sur le mobile, c'est faux que c'est un peu la quintessence qu'il y avait tout ça, donc ça m'intéressait très vite, le mobile. Et donc, une fois que j'ai terminé mes études, je suis arrivé en région parisienne et j'ai bossé dans une agence mobile en fait. D'accord. Donc j'étais encore plongé à fond dans le mobile. Et en plus, c'était hyper bouillonnant sur les technologies, en plus à l'époque, etc. Toujours en étant sur le web et le mobile en même temps. Et en fait, l'application, est-ce qu'elle ressemblait déjà à ce qu'elle ressemble aujourd'hui à l'époque ou c'était vraiment... Ah non, alors déjà, à l'époque, il n'y avait pas d'application, il n'y avait que le site web qui était responsive, compatible mobile. Ok. Parce qu'en gros, c'était un peu, je faisais ce qu'on appelle le MVP, le Minimal Valuable Product. En gros, pour tester le marché, tu te lances un truc, tu vois, c'est des gens, et après, tu dis, ok, j'ai investi plus de temps. Oui, ouais, voilà, tu tâtes le marché, tu regardes. Et tu vois, donc, parce que faire une application mobile, faut quand même la développer déjà pour iOS et Android. Faut que tu aies en plus. Alors que le site web, tu que ton serveur et qui sort du HTML, tu vois. Alors que tu as d'autres problématiques aussi. Même si je voulais faire l'application mobile du début, on va dire que déjà, je testais ça. Mon projet étudiant, c'était que le site web. Hein, et donc le site web, il ressemblait à quoi? C'était une usine à gaz ou c'était vraiment... Non, en vrai, il y a encore des briques. Enfin, je crois que j'avais réécrit totalement le serveur en cours de projet. Ça m'a été un peu reproché dans ma soutenance à la fin, mais en fait, j'ai bien fait parce que c'était plus des briques plus fiables pour la suite. J'ai encore du code qui date de cette époque. Oh la vache, j'ai des commits de l'époque. Mais en vrai, ça a beaucoup changé derrière. Il faut mettre à jour beaucoup de choses. Où est-ce que je voulais en venir? On parlait justement du projet, de comment ça en a été arrivé là, mais du coup, en fait, l'application... Oui, elle ressemblait, en fait, c'était un template de Bootstrap. D'accord. Je sais pas, c'était un style CSS tout fait. Je mettrai une image justement pour que les gens puissent comprendre. Je t'enverrai une image de l'époque. Comme ça pourra. Mais techniquement, on peut même voir à quoi ressemblait. S'il était mis en ligne à l'époque, on peut voir à quoi il ressemblait. Ouais, faut voir après si toutes les assets ça marche encore. Parce que sur les trucs d'Internet Archive, ils gardent les HTML plus que les CSS. Ah, peut-être. J'essaierai de voir et si j'arrive à retrouver des images. J'ai des screens. Ah bah, parfait. Comme ça, on le mettra là et les gens pourront voir la différence entre avant et maintenant. Parce que j'ai des screens. L'application qu'on connaît aujourd'hui, elle est sortie en quelle année officiellement? Attends, il y a plusieurs chemins avant d'arriver jusqu'à l'appli mobile. Ou même la nouvelle version du site internet. On va dire que... Après, moi, sur mon cheminement personnel, déjà, je voyais que je voulais bosser dessus. Enfin, après, je voulais relancer le projet. Mais en étant salarié à temps plein, c'est hyper compliqué de bosser le soir et week-end sans sacrifier toute sa vie sociale. Tu m'étonnes. Et donc, en fait, tu vois, en 2015, je me dis quand même, ok, j'ai vraiment envie de le relancer. Je refais un nouveau design. Je le relance, j'améliore le responsive, etc. Et tout. Je me dis, mais j'ai vraiment envie d'essayer d'en vivre, etc. Et je prépare aussi le chemin pour garder plus de temps. Et je passe freelance en 2016. D'accord, oui. Donc, oui. Pour me dire qu'entre deux missions ou intercontrat, etc., je pourrais bosser dessus facilement. Tu vois, en vrai, dans l'informatique, on a beaucoup de chance parce que ça recrute énormément et a des très bonnes payes. Et j'avais des très bons... J'arrivais à négocier des très bons prix, moi, en tant que freelance dans ma spécialité. Et du coup, je pouvais garder plusieurs mois vraiment en étant sur Manga Collect. Et j'arrive à lancer vraiment l'application mobile en 2017. D'accord. En juin-juillet 2017, j'imprime 5000 flyers.
Alors que là, j'étais en train de croiser les doigts pour la validation sur iOS qui s'est fait la veille de les distribuer parce que j'ai distribué en fait, à la sortie du RER Japan Expo. Ah, donc t'as fait le fameux. Alors, Oui, la zone tampon. Ok. La zone tampon, tu te fais. pour les gens qui ne savent pas, lors de Japan Expo, il y a une fameuse zone tampon. On va dire que c'est ce que j'appelle moi un espace neutre en fait. C'est un peu la Suisse. Parce qu'en fait, normalement, tu n'as pas Les No Man's. On va dire c'est le. C'est l'endroit où normalement tout est permis, Ouais. quasiment. Et en fait, normalement, on n'a pas le droit de distribuer des flyers lors de Japan Expo à l'extérieur. C'est interdit, sauf si ça a été validé par. Ni dans les gares RATP. Oui, non, voilà. Mais Donc, à l'intérieur de la gare, on peut pas. Vraiment, quand on commence à rentrer vers l'intérieur de Japan Expo, on ne peut pas. Mais entre les deux, il y a un tout petit espace, une sorte de petite zone tampon où effectivement, là, vous verrez chaque année, il y a plein de jeunes entrepreneurs qui vont distribuer 10 milliards de flyers et tout ça. Donc ça peut être des restaurants, ça peut être des applis, ça peut être des choses et tout ça. Et mine de rien, ce qui est drôle, c'est que aujourd'hui, beaucoup d'entreprises qui ont bien grandi et qui sont même présentes à Japan Expo, ils ont commencé comme ça. Oui. Donc mine de rien, c'était prémonitoire parce que voilà, aujourd'hui, effectivement, application numéro J'étais avec mon conjoint, on a distribué pendant 3 jours les 5000 flyers. Donc en fait, certainement, j'ai dû en revoir un. Et on a, sans le savoir, on s'est rencontrés parce que Chatto Chatto a été créé une année après. Donc en fait, la maison d'édition n'était même pas encore créée. Et je me dis, j'étais allé en tant que visiteur cette année-là et... Bon, après, tu donnes pas à tout le monde parce qu'il y a un tel flux quand ça sort. Ouais, j'imagine. Mais c'est marrant, là, après, tu commences à avoir des techniques de distribution de flyers. Parce que si tu te fais refuser une fois, tout le monde te refuse derrière. Oui. Donc t'attends, tu reprends, quelqu'un le prend et puis tout le monde le veut. Avant de savoir. C'est vraiment. C'est un peu un effet mouton. Ouais, mais bon, en même temps, tu même. Oui, mais après, tu te mets à la place de l'autre côté. C'est ça. Mais la chose. En passant, t'es pas là pour ça. T'as envie de vite de faire la queue pour arriver à Japan Expo, donc c'est normal. Mais la chose, c'est que si ne serait-ce que 10% des personnes qui ont le flyer téléchargent l'appli, après, c'est quand même bien. Ah, moi, je veux plus, en fait. Parce que là, sur ces 5000 flyers, c'est comme ça que j'ai pu dépasser mes 1000 utilisateurs. C'est génial, voilà. Donc en fait, il y a eu validation la veille. Les flyers étaient déjà prêts. Il a fallu les distribuer pendant le Japan Expo. Et à la fin de Japan Expo, tu avais déjà à peu près 1000 utilisateurs qui utilisaient l'application. 1000 inscrits en tout cas, ouais, mais ouais. 1000 inscrits, qui avaient testé, etc. C'est Parce que bon en fait, départ. c'est hyper dur le début. Bah ouais, bah vous, C'est, je confirme. moi, j'avais pas déjà d'audience, ni dans le manga, ni etc. J'avais pas. Donc dire, bah oui, j'ai une appli, enfin. En fait, aussi, j'avais créé l'appli parce que. Bah, même si c'était l'idée de base et que je l'avais pas fait tout de suite, c'était pas dans mon MVP. En fait, je me suis rendu compte que le MVP était pas suffisant d'être juste un site web responsive. Parce que quand tu dis aux gens, oui, je suis sur mobile, ils te tapent sur l'App Store ou le Play Store. Ah, Donc en fait, moi, je voulais faire j'avais un besoin de l'appli pour faire de l'hors ligne et du scan de code barre. Mais c'est aussi vraiment une place marketing. Donc en fait, tu dis, je suis sur mobile, ils te tapent sur l'App Store, ils te tapent pas sur Google, depuis d'accord. leur téléphone. Bon, mais en fait, c'était presque un. Comment dire? Donc en fait, mon vrai MVP, finalement, c'était l'appli mobile. Ah, c'est la finale. D'accord. Pour vraiment voir que oui, c'est ce qui marche pas. Parce que le MVP, en fait, quand il marche pas, est-ce que c'est le MVP qui est pas suffisant? Parce que après, minimum, ça, c'est dur de mettre la barre, etc. d'investissement. Ou est-ce que c'est le marché Qui n'est pas prêt. qui est pas prêt ou pas existant enfin, Oui. en vrai, ça t'a jamais la vraie... On sait jamais. Voilà. J'ai fait des applications pour mobile avant de créer la maison d'édition de manga. J'avais une société qui s'appelait Mathemagix, pour les personnes qui ont la référence, vous pouvez le mettre en commentaire. Mais en fait, on essayait de développer des applications et j'ai vu à quel point c'est compliqué les applications mobiles. C'est un budget. C'est un budget de fou, c'est des validations constantes, encore plus sur iOS que sur Android. En informatique, tu fais minimum x2 sur ton budget normalement. Ouais, voilà, donc... Et encore, normalement, t'es content si tu fais que x2. Bah, J'ai vu des projets à x5. c'est pour ça que j'ai vite abandonné. Hein, c'est pour ça qu'au bout d'un an, j'ai vu le truc, j'ai fait non, j'ai envie de faire vraiment quelque chose que j'aime et tout. Pour moi, en fait, l'application mobile, j'y allais parce qu'on me disait que c'était rentable et tout ça, mais à aucun moment c'était vraiment rentable. Ça dépend si l'application explose. C'était pas ton business model, mais. Je pourrais même pas te dire qu'il y a eu de business model là. C'était vraiment sorti de la fac. Tous les gens là-bas qui étaient dans le côté business, ils disaient il faut aller vers le développement d'appli mobile, c'est l'avenir, machin truc, et ça. Et toi, tu les écoutes bêtement parce que tu dis bon, j'ai envie que c'est quand même une entreprise, donc on va les écouter, on va faire ça. Et au bout d'un an, tu vois que. Mais ce qui est important, c'est de partir du besoin. C'est ça. Après, sous quelle forme il se cristallise et où sont les utilisateurs. Bah en fait, tout ça, dis-toi qu'il y a mais c'est vrai que c'est compliqué de l'avoir quand tu sors de l'école et que t'as pas
T'as pas le feeling en fait, tu sens pas. En plus, tu sais pas comment marche l'entreprise aussi. Ah bah moi, j'avais jamais créé d'entreprise de ma vie. Non, mais même en interne, enfin, tu vois, Oui. tout ce jeu un peu. C'est extrêmement complexe. Et toi, en fait, toi, t'as les compétences. C'est de la même manière que moi, pour le marketing, j'ai des compétences, tu vois, donc c'est plus facile pour moi. Toi, effectivement, t'es sorti de l'école. Ah, moi, j'ai les compétences pour créer la technique, etc. et le produit. Et c'est pour le marketing que tu fais. Ouais, pour le vendre, c'est un peu plus compliqué, Voilà. etc. Mais je suis content de m'être pas lancé tout de suite en sortie d'école sur Manga Collect, bien que le projet et le nom existaient déjà, d'avoir un peu plus mûri, à la fois être un peu plus aguerri techniquement, mais un peu plus sur l'entreprise, sur le marketing, etc. Parce que je pense que si j'avais lancé ça tout de suite en sortant des études, au bout de 2 ans, ça aurait pas marché et j'aurais abandonné le projet, je serais passé à autre chose. C'est ce qui arrive. Alors que là, je l'ai un peu gardé sous le coude en disant ça peut marcher. Une fois que je l'ai mûri, en l'ayant poussé sans en être dépendant financièrement aussi. Parce que c'est que depuis 2-3 ans que maintenant vraiment je suis C'est une famille. rémunéré avec Manga Collect depuis le lancement du premium, vraiment. Donc, Merci à tout le monde. Utilisez le premium. C'est un moyen de soutenir effectivement ton travail de tous les jours. Alors, Ça, il y a beaucoup de personnes qui me l'ont demandé pendant longtemps. Ou ils me demandaient un PayPal ou etc. un don, et moi je voulais pas trop faire le don. Et on est pareil. je voulais qu'ils contribuent. En fait, on n'aime pas demander de l'argent aux gens. Non, mais en plus, mais quand j'ai lancé et que moi j'avais toujours un peu peur les gens, dès que c'est une partie qui devient payante, etc. Forcément, tu peux perdre comme une les partie. augmentations de tarifs Ouais, en ouais. manga, tu vois. Tu perds une ça partie fait pas du public. forcément plaisir, mais vu que j'ai fait ça de la bonne manière, je pense, en n'enlevant pas de choses qui étaient déjà gratuites, juste en rajoutant. Ouais. C'était hyper bien perçu et on me l'a bien rendu Et en plus, vraiment. les choses que tu as rajoutées sont pas des choses qui sont nécessaires. C'est-à-dire c'est des choses qui sont faites j'ai tendance à dire vraiment un bonus ou quelque chose pour les personnes qui veulent vraiment Oui, aller plus loin. après, j'ai tout le monde qui me dit une fois qu'on a goûté. il n'y a pas assez dans le premium, faut que j'en rajoute. Bon, après, faut que j'en rajoute quand même, ne vous inquiétez pas, je vais en rajouter. Et d'autres personnes qui me disent la PLR, c'est le plus utilisé. Ça devrait être dans les choses essentielles gratuites. C'est toujours comme ça. Mais tu vois, donc en fait, j'ai 2 discours des fois. Il y a trop de choses, il n'y a pas assez de choses. Mais Alors, juste on va revenir rapidement sur l'application parce que il y a. Alors, je disais en rigolant que normalement tout le monde connaît l'application, mais peut-être c'est pas le cas. En soi, est-ce que tu peux nous expliquer, grosso merdo, en vraiment très rapidement, à quoi sert l'application principalement, quelles sont ses fonctionnalités principales? Je vais déjà partir du besoin. En gros, si vous avez beaucoup de mangas, vous suivez beaucoup de séries en même temps, vous savez plus à quel numéro de tome vous en êtes quand vous êtes dans une librairie. Mince, je dois acheter le tome 33, le tome 34. Ça vous arrive d'acheter des tomes en double. Bon, normalement, si votre librairie est sympa, vous pouvez quand même les changer. Vous savez plus quand elle est sortie. Vous arrivez en librairie, vous dites, mais attendez, il y a déjà 2 tomes qui sont sortis depuis la dernière fois, je suis pas au courant. Vous arrivez pour un tome, finalement, il était repoussé à la dernière minute, ce genre de choses. Donc voilà, moi j'ai presque toute la base de données livres français de mon manga. Et webtoon, artbook, light novel. Et vous enregistrez dans votre collection virtuelle tout ce que vous avez en physique. Donc ouais, ça peut être fait très facilement, parce qu'il n'y a que le dernier tome de chaque manga, parce que j'ai un scan de code barre pour que ce soit plus rapide. Tac, 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 vous dites, comme ça vous avez votre collection. Moi, par exemple, j'ai 1500 tomes chez moi. Et en fonction de ça, je crée automatiquement le planning personnalisé de vos sorties pour vous dire, cette semaine il sort ça, cette semaine il sort ça, par rapport à ce que vous avez dans votre collection. Et aussi tout le planning général qu'il y a, mais le planning général, c'est entre 250 et 300 tomes par mois, donc on peut être vite perdu. Les libraires eux-mêmes, ils sont perdus. Donc, même nous, dans le milieu, on est perdu au bout d'un moment. Donc, c'est vite compliqué de s'en sortir au milieu de ces séries. Et en plus, c'est important pour les éditeurs de soutenir les séries en les achetant assez tôt au moment de la sortie. Puis surtout, on veut avoir la suite, quoi. Il y a toujours un petit cliffhanger à la fin des tomes. Grâce à toi, mine de rien, on peut connaître la suite parce que toi, dans l'application, ce qui est bien, c'est que je vais mettre des images justement régulièrement pour que les gens voient à quoi ressemble l'interface. Mais ce qui est bien, c'est que quand on rajoute un manga, on peut facilement voir déjà combien de tomes il va y avoir, et même quand tu as la date qui est dans la base de données, je mets on peut voir. C'est ça, on peut savoir quand sortira le prochain. Donc ça permet par exemple d'avoir des lecteurs qui vont me taper dessus parce qu'ils vont dire la prochaine fois c'est dans 8 mois. C'est un gros boulot de suivre les dates aussi, même pour moi, parce que même s'il y a des bases de données que je suis connecté à celle-ci, que c'est en grande partie automatisé, il y a toujours des fois quand j'ai 3 sources d'informations qui disent 3 dates différentes, je suis obligé de vérifier manuellement. Alors, ça c'est toujours le problème. Dans le doute, moi je prends toujours la date la plus éloignée. tu sais bien. En vrai, c'est tellement le bordel et le casse-tête, mais on essaie de faire des efforts. Du moins, en tout cas, les éditeurs qui travaillent déjà avec toi, parce qu'en fait, j'essaye de communiquer avec un éditeur en direct pour avoir la bonne date. Ça c'est bien. Ça montre déjà que l'application vraiment maintenant, elle est validée par beaucoup d'éditeurs de manga.
et même quasiment à la fin, je crois que tous les éditeurs on sera mis d'accord pour dire que effectivement ton application est à la fois utile, je dirais presque nécessaire pour la plupart des lecteurs de manga, parce que comme tu l'as dit, ça permet d'éviter les doublons. Moi, typiquement, je l'ai fait là dernièrement pour un manga, c'est-à-dire que et pourtant j'utilisais l'application. Donc malgré ça, en fait, j'ai eu le malheur. J'ai eu le malheur de ne pas ouvrir l'application automatiquement. Mais au-delà de ça, en fait, la problématique que tu poses, elle est importante. Et c'est, il peut toujours avoir un décalage entre ta collection physique et ta collection numérique, enfin numérisée quoi, dans l'accession. Mais comme quand tu prends une photo de ta collection ou un bout de papier, il peut ne plus être à jour. Il faut le mettre à jour. Et c'est pour ça que tu vois, j'ai rendu le truc assez ludique avec le scan de code barre. Tu rentres de chez toi, tu as 10 tomes de 10 séries différentes, tu fais tac, 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 boum, ajouter, et tu es sûr de pas les racheter. Pour moi, c'est vraiment le game changer. Il fallait rendre ça hyper ludique et facile pour. Sinon, si c'était trop compliqué d'ajouter tes mangas, tu ne l'ouvrirais peu parce que tu sais qu'elle est plus à jour. Et en fait, ça, malheureusement, j'essaie d'automatiser au maximum, mais à moins que plus tard, il y ait des NFC dans chaque. NFC dans chaque. Tu vois, dans chaque manga que ça scanne quand tu rentres chez toi automatiquement, mais on n'est pas là. Ça sera genre. Je pense pas, tu vois. Il faut faire en sorte que ça coûte pas très cher. Ouais, déjà. Que ça soit donc, voilà. Donc pour l'instant, je peux pas faire mieux que le scan de code barre. C'est déjà non, mais pour moi, en tant qu'utilisateur, c'était déjà quelque chose qui était assez impressionnant parce qu'en fait, la première fois que j'ai utilisé l'application, et je te connaissais pas à l'époque, la première fois que j'ai utilisé l'application et que j'ai lu ça, j'ai fait comment il a fait? Comment il a réussi à intégrer justement cette fonction dans son application? Et après, la deuxième question que je me suis posée, c'est pourquoi les autres ne l'ont pas fait? En fait, c'est tellement simple. Alors aujourd'hui, beaucoup le font, mais je parle pas uniquement pour le manga. Là, par exemple, aujourd'hui, si tu veux aller faire des courses, tu as des applications de supermarché dans lesquelles tu peux scanner directement avec ton portable les produits. Et à la fin, voilà, quand tu arrives en caisse, on scanne un QR code et c'est bon, tu as tous tes achats et tout. Mais à l'époque, c'était pas encore le cas. Et quand je voyais ça, je me disais, mais c'est impressionnant en fait. Voilà. Et là, toi, tu me dis qu'en fait, c'est une idée que tu avais dès le départ. Donc en fait, dès le départ, je baignais beaucoup dans le mobile. Tu vois, dans ma première expérience en agence mobile, même entre 2012 et 2014, on mettait déjà des QR codes sur des affiches pour télécharger l'appli avec des clients grands noms, etc. Et en fait, on avait des, tu vois, tu pouvais savoir combien de personnes l'avaient scanné avec un petit tracker dans le etc. On voyait que très peu de personnes le scannaient à l'époque, les QR. Vu que c'était pas intégré comme aujourd'hui dans les téléphones, tu vois, avant, tu télécharges une application exprès pour avoir un QR, etc. et tout. Mais aujourd'hui, c'est hyper démocratisé. Il y a l'habitude qui est entrée. Donc en fait, c'est des fois que tu anticipes l'usage. Et des fois, tu te dis, bah non, ça prend jamais. Mais en fait, t'avais raison trop tôt, des fois, sur certains trucs. Mais après, bon, un scan de code barre, c'est pas non plus une idée révolutionnaire. Non, mais tu vois, il n'y a rien de disruptif non plus dans gestionnaire de collection, dans comment je l'ai fait, etc. C'est juste faire un truc simple et efficace et qui marche. Et sur mobile. Et moi, mon différenciant que j'avais au début par rapport à d'autres, c'est qu'elle fonctionnait en grande partie sans réseau. D'accord. Quand tu es en librairie et justement que tu n'as pas le réseau, c'est là que tu veux vraiment la confiance de c'est maintenant que je veux l'info si le tome 33 ou 34 il est sorti, si je dois l'acheter ou si je l'ai acheté en double en fait. Et je pense cette confiance qui s'est créée, en fait, c'est créer du confiance par le logiciel et l'interface, c'est hyper important. Et je pense que vraiment ne pas décevoir à un moment clé qui est justement au moment de ton achat en librairie où tu n'as pas ce jour de réseau, je pense que c'est ce qui fait qui a créé, même si c'est pas une fonctionnalité qui est visible, c'est quelque chose dont tu te rends compte à l'usage que la fiabilité que tu as d'ouvrir l'appli, qu'elle te donne l'information tout de suite. En fait, tu ne te rends pas compte, mais ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce qu'en fait, sans savoir, tu as fait du marketing. Tu as fait de l'image de marque, en fait. Pour moi, le marketing, c'est le produit, en premier lieu. C'est ça. Et c'est un peu la même notion que j'ai avec la maison d'édition. C'est-à-dire que quand j'ai créé, pour moi, l'image de marque de Chatto, ça a avant tout le bouche à oreille et la qualité des produits qu'on propose. C'est-à-dire que les gens vont parler, entre guillemets, de la maison d'édition parce que, en fait, ils n'auront pas grand-chose à nous reprocher. Tu vois, si la qualité du papier est toujours la même, si derrière on fait un bon travail au niveau de la traduction, du lettrage, s'il y a une communication qui est claire ou transparente, en fait, les gens le verront et et en fait, toi, tu as fait la même chose. En fait, après, on dit pas qu'il faut pas faire de marketing classique. Oui. On va dire que ça ne peut pas être un palliatif à un mauvais produit. C'est ça. Là, toi, au bout d'un moment, en fait, tu vas. Ce qui est intéressant, le marketing, ça permet d'avoir beaucoup de monde qui arrive sur ton produit. Mais après, ton produit, ce qui convertit, ça peut être le message que tu fais, etc. Mais après, la rétention, donc garder les gens, c'est le produit en lui-même. Donc au final, c'est ça. En fait, toi, c'est par la qualité de ton produit déjà, qui est déjà bon de base, que naturellement, en fait... J'ai jamais lu au fil des années, mais... forcément, comme n'importe qui et tout ça. J'ai écouté les utilisateurs. Mais ta première base d'utilisateur, si elle est restée, c'est avant tout parce qu'en fait, le produit était déjà bien fini. Et en plus, les bouche à oreille, vraiment, s'il y a 400 000 inscrits aujourd'hui, c'est
Et surtout grâce au bouche à oreille. Justement, quel a été le point de rupture? C'est à quel moment où tu t'es dit, là, on est passé à un autre niveau? C'est-à-dire que là, tu commences vraiment à voir que l'application commence à être utilisée un peu par... Alors, si je reprends un peu le film où on s'est arrêté en 2017, je fais les 1000. Je crois que je mets 1 an et demi à avoir mes premiers 10 000 utilisateurs. Après, qui est impressionnant déjà pour une application dans laquelle ça met du temps. Et après, chaque palier de 10 000, c'était de plus en plus vite. D'accord, ouais. Ça mettait de moins. C'est un peu comme dans... À l'époque, je faisais un spot tous les 10 000. Après, je me dis, mais je peux faire des posts tous les 10 000, je vais le faire tout le temps. ça c'est génial parce qu'en fait, c'est un effet boule de neige, en fait. Et la bascule, c'est vraiment 2021. D'accord. Comme le boom du manga, en fait, je pense que j'avais une base d'utilisateurs assez grosse où, en fait, en 2021, j'ai triplé. D'accord. Et donc, l'après-Covid, vraiment, a fait... Je suis passé de 70 000 à 210 000 à la fin de l'année. Donc, j'ai passé le palier des 100 000 et des 200 000 en même temps, dans la même année. C'est impressionnant en 2021. Et donc, toi, tu penses que c'était lié au bouche à oreille? Est-ce que c'était lié à quelqu'un qui en a parlé ou de spécifique? Ou alors c'est vraiment... tu te dis... Après, en fait, ce qui est intéressant, c'est que après, plus il y a d'utilisateurs et plus ils ont un cercle qui est unique, etc. Donc il y a bouche à oreille. Il y a aussi, évidemment, quelques influenceurs qui ont dû en parler vite fait, mais il n'y a pas eu un gros pic, vraiment. Je crois que s'il y a un moment où il y avait un pic l'été, je sais plus c'est quel été, mais c'était une personne de Olydri. Alors Olydri, c'était ceux qui font la maison d'édition. Oui, c'est ça. Qui est gérée par plein de trucs différents. Oui, c'est des web-séries aussi, c'est ça. C'est Noob si oui, c'est ça. Ouais. Donc oui, je me souviens de ça. En tout cas, c'était un des premiers gros comptes qui avait partagé, j'ai vu sans j'ai senti dire. Les équipes de Olydri et notamment tout le cast de Noob sont adorables. Donc en règle générale, ils ont une communauté qui est assez forte et ça peut expliquer que d'un seul coup ils soient venus. Mais après, effectivement, c'est un effet boule de neige. En fait, c'est une fois que tu as grandi, ça continue à grandir naturellement. Et en plus, c'est marrant parce que je le vois en fait avec les vacances scolaires. C'est le coup où tu changes de cercle. Et en fait, tu parles à d'autres personnes. Et en fait, moi, je vois souvent pendant les vacances scolaires, je vois beaucoup d'augmentation. Et c'est encore le cas aujourd'hui? Ouais, c'est un peu moins. Enfin, je revois, mais c'est un peu plus lissé en tout cas. Mais quand les moments où tu changes de cercle social, en fait, c'est aussi des moments où tu peux recommander, tu parles de choses et d'autres, tu parles manga ou l'appli, etc. Où tu as le temps d'aller en librairie lire, etc. Ça, franchement, c'est hyper intéressant de le voir aussi. Et franchement, c'est cool parce que tu as commencé en 2017. Donc, en fait, le départ était, comme tu le dis, un peu lent, mais malgré tout, c'était quand même assez impressionnant. C'était solide. C'était organique et solide. C'est ça, c'était organique, solide. Et c'est vraiment, il y a eu un point de bascule après le Covid. Là où, en règle générale, on ne veut pas dire, le Covid, pour beaucoup, ça a été catastrophique. Mais en même temps, j'avais déjà une base d'utilisateurs assez suffisante. Oui, c'est ça. Une communauté assez grande pour en parler en même temps que le boom, en fait. Toi, si je m'étais lancé peut-être à ce moment-là, c'était peut-être trop tard pour en profiter. Il y a eu un facteur chance vraiment dans le timing, je pense. Il y a un mélange de facteur chance et facteur entre guillemets qualité du produit derrière. Mais être là au bon moment, c'est aussi important avec le bon produit aussi. Mais c'est... D'ailleurs, en parlant de produit, est-ce que tu peux me dire, parce que ça c'est une question que je me suis toujours posée, pour toi quelle a été la fonctionnalité la plus difficile à mettre en place pour l'application? Est-ce qu'il y a eu quelque chose vraiment qui t'a arraché les cheveux quand tu l'as fait et que tu t'es dit oh punaise, ou alors même une fonctionnalité que t'as pas mis ou que t'as pas encore mis mais que tu peux nous parler, que tu dis que ça t'arrache les cheveux et t'aimerais bien la mettre. Parce que ça a l'air tellement simple aujourd'hui, comme tu le dis, l'interface utilisateur de Manga Collect est tellement facile qu'en fait, on a toujours cette impression-là que quand l'application est facile, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, quand c'est facile, pour moi, ça veut dire que derrière, c'est compliqué. Quel a été vraiment le plus gros challenge pour toi On va dire dernièrement, je pense que c'était il y a 1 an, 2. Quand j'ai fait le système d'édition limitée, les collectors et tout les collectors, etc. Le fait de dire, tu as le 4 en collector, ça sert à rien que je te recommande dire qu'il te manque le 4 dans tes complétés. Vas-y, du coup, j'ai créé tout un système d'édition parallèle. En fait, tu peux avoir plusieurs éditions parallèles à la même avec la numérotation. Et mais en même temps, il fallait que tu laisses la possibilité parce que tu as les fans hardcore qui achètent toutes les versions. Oui. Donc en fait, il fallait dire. Tu n'as pas de doublon parce que tu as la version collector, mais en même temps, si tu as un doublon, c'est pas grave non plus parce que c'est fait exprès. Tu vois, il y a les fans de JoJo, ils vont prendre toutes les jaquettes des éditions spéciales, tu vois. Bah oui, parce qu'en plus, maintenant, il y a même des éditions spécifiques en fonction des librairies. Oui. Ça, c'est encore... je l'enregistre comme une édition, même si techniquement, c'est pas une édition.
Tu vois, vu que c'est un jacket, etc. C'est marrant parce que du coup, certaines de ces éditions jaquettes limitées attendent des codes barres spécifiques, d'autres non. Oui, C'est toujours un peu compliqué. Par exemple, Ouais, sur certains, qu'est-ce qu'un goodie, sur certains de nos mangas, tu vois, nos mangas, par exemple, ont des jaquettes en tirage limité pour le premier tirage, mais le code barre est le même. Donc effectivement, en fait, c'est difficile de faire la différence. Avec le premier tirage, pour moi, je le fais pas encore la distance. Voilà. Ça va être compliqué, j'aimerais le faire, mais je peux pas le faire que par le code barre. Et surtout, le premier tirage, c'est que je le différencie trop dans l'application. Vu qu'il y a une partie achat avec les partenaires BD Shug et Amazon en e-commerce, Eux, ils font pas la distinction. bah non, parce que de toute façon, c'est le même code barre partout. C'est ça. Même les libraires, ils peuvent pas savoir. Quand ils le commandent, t'as plusieurs mois, ils savent pas quelle version ils reçoivent. Je te confirme. Donc, J'avais peur que les gens, en commandant en ligne, ils croient qu'ils reçoivent une version de premier tirage, alors qu'en fait, personne peut te le promettre. c'est la roulette russe à mots. Tu vois, je peux pas, c'est là où je peux pas faire mieux que certaines bases non plus. Tu vois, quand le code barre est différent, c'est facile. Bah, en fait, oui, t'es dépendant quand même des bases de données et tout ça. Et du coup, la gestion du coffret aussi. Voilà. Parce que du coup, avant, il n'y avait pas tant de coffrets que ça, donc j'ai enregistré comme un tome classique. D'accord. Sauf que du coup, il y a un coffret, il y avait 3 tomes, ça t'en comptait qu'un seul. Et dans ce genre de choses. Et vu que maintenant, à chaque Noël, il y a des coffrets, c'est la folie des coffrets. C'est normal parce que ça fait des beaux cadeaux. Les mangas, c'est des beaux cadeaux. Mais Et du coup, il a fallu que je fasse ça et que je migre l'existant. Je pense qu'il y a encore ouais, parce que surtout dans certains coffrets, tu vois, t'as les mangas qui n'ont pas le code barre derrière. En fait, le premier tome aura le code barre et les 2 tomes suivants n'auront pas. Ça, c'est pas trop grave parce que si c'est à peu près la même édition à l'intérieur, je référence l'autre qui est vendu séparément. Mais tu peux avoir aussi des fois un manga et un roman. Donc, tu avais 2 séries différentes dans le même coffret. Wow. Ouais, j'avoue. Après, t'as aussi les goodies, un petit livret, etc. Pour l'instant, tant qu'ils sont pas vendus séparément, je les mets pas. Oui, parce qu'en fait, ils ont pas de code barre. Ouais, mais quand t'es collectionneur, t'en as envie. Et je comprends, mais en vrai, le problème, c'est que j'arrive même pas déjà à récupérer tout le temps les jaquettes exclusives des éditeurs. À récupérer la jaquette du mini artbook à l'intérieur, c'est très compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Bah voilà, ça, tu vois, c'est vraiment essayer de gérer toutes ces choses que nous, en tant qu'éditeurs, on essaie de mettre en place et que, bah, en fait, ça démultiplie, entre guillemets, le nombre d'objets qu'il faut mettre dans la base de données et tout ça. Et j'imagine pas le casse-tête, ça doit être juste... Alors maintenant, c'est fonctionnel, maintenant ça existe. Je sais, je l'utilise par exemple pour les Styren, tu as vu tout à l'heure. Ouais, les collecteurs. Voilà. Ouais, maintenant, je vois directement dans l'application. Et tu vois, par exemple, il y a des collecteurs, maintenant, je les gère comme des coffrets, même s'il n'y a qu'un tome à l'intérieur. Parce que à l'intérieur, des fois, il y a des collecteurs qui ont la version avec une jaquette alternative et d'autres qui ont la version normale. Ça dépend aussi de chacun. Tu vois. Oh non, Et je dois gérer le fait que, ok, alors c'est un coffret qui est à l'intérieur celui de l'édition de la jaquette alternative. Et du coup, j'ai aussi coché le fait qu'il n'est pas vendu séparément pour pas que tu essayes de l'acheter aussi. Mais du coup, ça, tu le fais manuellement Dans ma base de données, ouais, c'est moi qui gère la structure de la data. D'accord. Qui me permet après de proposer une interface facile. D'accord. Mais on prend beaucoup la tête là-dessus. Mais il y a une partie qui est automatisée sur l'application aujourd'hui ou non c'est vraiment... Oui, moi j'ai... En fait, moi j'ai développé moi-même ma propre interface qui est une espèce qui fait un énorme différenciant entre cette date a été mise à jour sur tel site, sur telle base, etc. Et après, moi je fais un peu manuellement. Je garde un œil humain dessus, mais je me suis créé ma propre interface de gestion, de suivi de dates, de résumé, d'images, etc. Parce que des fois, t'as l'image qui apparaît. C'est l'image. 2 semaines après la sortie du top. Tu imagines, c'est l'image qu'on aura maintenant de toi. En fait, tu passes tes journées littéralement à regarder. Non, je le fais une fois par semaine. Je fais un gros batch d'une demi-journée, une fois par semaine. D'accord. Je pense. Et le reste du temps. En vrai, ça va parce qu'après, les sorties qui sont dans les 2-3 semaines à venir, souvent elles bougent pas trop, sont plutôt stabilisées. C'est après, j'essaie d'être en avance. Après, je regarde quand même vite fait que si les dates elles bougent. Mais ça va, la donnée livre, elle est quand même plutôt froide. On va dire, il n'y a pas besoin d'aller tous les jours. D'accord. Vérifier, on va dire. Et toi, de ton côté, en fait, quelles sont les fonctionnalités qui t'ont permis parce que voilà, là, on va parler argent, on va parler un petit peu money. C'est important quand même parce que à un moment donné, tu ne vis pas juste des téléchargements d'une application. En fait, on est obligé d'aller gratuite sur l'app Store. Voilà, elle est entièrement gratuite. Tu n'utilises pas les données des utilisateurs, donc normalement pas directement. Voilà, donc en fait, donc techniquement, comment tu te rémunères toi Alors, depuis le début, il y a de l'affiliation avec les e-commerce sur Amazon et BD Shug. D'accord. Donc, c'est-à-dire quand vous achetez, moi, il y a un panier dans l'application qui peut juste vous servir. Vous n'êtes pas obligé d'acheter en ligne, mais vous pouvez faire. Ça peut être juste votre liste d'achat et vous allez en librairie, etc. Mais si vous achetez en ligne, passe sur ces sites-là déjà, passez par Manga Collect. Moi, je touche une commission et ça permet de. D'accord, donc ça c'est déjà.
Mais ça te permettait pas d'en vivre? Non, ça permettait pas d'en vivre. Je me suis rendu compte que même en grossissant, avoir le réflexe de passer par là et de... Surtout sur mobile, c'est un peu compliqué, surtout je pense d'acheter... En fait, souvent, le problème de l'affiliation, c'est que souvent, c'est prévu pour un lien, pour un objet, alors que souvent, quand on achète un manga, on achète plusieurs d'un coup, parce que pour les frais de livraison, etc., pour regrouper, c'est très compliqué de faire la passerelle. C'est pour ça que j'ai essayé de regrouper avec le système de panier pour faire qu'un seul redirection. D'accord. Mais Amazon, depuis, ils ont bridé les trucs, c'est plus compliqué. C'est plus simple de commander sur BDF, en tout cas maintenant. C'est vrai que maintenant, il y a les frais de port avec Amazon, même pour les livres, donc il n'y a plus d'avantage avec. Mais en tout cas, tu vois, ça me payait déjà les serveurs, ça me permettait après moi de m'acheter mes mangas aussi. Tu vois, Oui, j'étais en... C'est un bon argent de poche. Voilà, ouais, c'était un bel argent de poche quand même à la fin. Quand j'étais encore freelance et tout, c'était très très cool, mais pas suffisant du tout pour en vivre, surtout en comptant toutes les charges, les vraies charges d'un salaire, etc. Et donc, à l'issue de 2021, où il y a eu le gros boom, j'ai triplé un base d'utilisateurs et que je crois que c'est ça, j'étais encore dans une mission, mais je pense en 2022, début 2022, je l'avais déjà pas mal réduite. Je bossais 3 jours par semaine pour mon client de l'époque. D'accord. Et à l'été 2022, il y a eu un autre pic, etc. Et je me suis dit, non, mais je reviens pas en fait, il faut vraiment que je me mette à fond. Ce que je dis, je me disais, non mais c'est quand je lançais le premium que je serais narrateur et tout, mais je me dis, non mais là il faut que je me force en fait à dépendre de ça et à y aller. Donc j'ai dit à mon client, en fait je reviens pas. Un peu... Bonjour, merci, au revoir, désolé. En même temps, on faisait des contrats courts, donc c'était aussi la flexibilité dans les deux sens. Mais et du coup, en fait, le premium, il a fonctionné dès le début ou alors moi, en fait, tout l'automne 2022, je l'ai codé. Attends. Est-ce que je suis bon dans les dates? J'ai lancé 2023, on est en 2024. Non, j'ai lancé début 2022, donc c'était le pic 2021. Non, en fait, c'est pareil, c'est pendant le pic 2021 et c'est l'automne 2021. D'accord, ok. Et donc j'ai lancé début 2022, parce que ça fait 2 ans, en 2024. Je peux faire dans les dates, pardon. Non, le pic 2021, non, exactement. C'est pendant cette année 2021 qui a été ouf que je me suis dit, il faut absolument que j'arrête. D'accord. L'automne et tout, et du coup, tout l'automne, j'ai codé le premium et le système d'abonnement, ce qui est presque plus dur à coder que les features premium, avec Apple et Google. Parce qu'il y a beaucoup en fait de développement aussi côté serveur plus que côté application pour vérifier les preuves d'achat, les machins. Un beau bordel. Bah, j'imagine, surtout avec Apple et tout ça. Ouais, en fait, c'est des certificats, t'appelles leur serveur, etc. Bon, je rentre pas dans les détails techniques, mais en vrai, c'est... Alors ça paraît, c'est simple pour vous, mais parce que après, je suis dans les systèmes Apple et Google parce que déjà, c'est obligatoire. Oui, pour acheter, quand tu achètes du logiciel, quand tu passes sur l'App Store et le Play Store. Mais en vrai, c'est aussi... qui gagne un avantage en tant que développeur, parce que moi, j'ai pas besoin de gérer des cartes bleues, j'ai pas de sécurité, de problème là-dessus. C'est ça, c'est eux qui gèrent directement. Et en plus, la plupart des gens ont déjà un compte configuré, et du coup, voilà, t'as un système en confiance où tu t'abonnes, où tu peux désabonner aussi un peu quand tu veux, etc. Donc ça te permet d'avoir un meilleur taux de conversion, qu'on appelle. Et eux, ils gardent quand même une commission sur... Oui, ils touchent... avant, c'était 30%, et depuis l'affaire avec Epic Games, ils touchent plus que 15% pour les petits. Ah, ils ont laissé ça. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. J'en parlerai sur la chaîne Nico TV2, parce que c'est quand même aberrant. Hein. Déjà 30%, quand tu gagnes moins d'un million de chiffre d'affaires sur le store, ça, tu peux avoir plus 15%. Voilà. Ensuite, ça va. Ça viendra, on te l'espère. Attends, sur chaque store, dit séparément en plus. Ouais, donc ça va. Donc, mais du coup, voilà, donc tu l'as lancé effectivement en 2022. Ça a mis du temps à monter ouais, début 2022. Tout de suite, j'ai eu 1000 utilisateurs premium en moins d'une semaine. Ça, c'est bien. C'était ouf. Alors, depuis, je communique pas les chiffres, c'est confidentiel, mais ça monte très, très régulièrement. Il y a une pente ascendante. Il y a beaucoup plus de personnes qui prennent l'abonnement que qui se désabonnent. Il y a toujours une petite partie, ce qu'on appelle le churn. Oui. On a la partie entre les entrants et les sortants. Mais il y a des sortants qui reviennent. Ou c'est parce que là, j'ai fait une pause de mois parce que il n'avait pas les bons mangas, etc. Et tout. C'est que moi, le système est assez souple entre l'abonnement annuel et mensuel. T'es pas comme Adobe qui te demande des frais de réalisation. Non. Ah, désolé, j'étais obligé de sortir. Non, de toute façon, moi, je regarde toutes les données de ta lecture. Parce que dans le premium, il y a l'appli à lire.
Donc, qui permet de dire où est-ce que j'en suis dans mes lectures, parce que Des fois, on n'en sait pas. moi souvent, j'avais une étagère juste pour mes piles à lire. Maintenant, j'ai plus besoin, je peux les ranger partout et je sais. C'est pour moi typique je dois lire. Les gens qui ont une mémoire de poisson rouge fond de Il y a des statistiques, on va dire, c'est pas le truc que tu utilises tout le temps, c'est que tu vas voir, c'est marrant, j'ai plus de tel éditeur, j'ai plus de tel genre, etc. Ça me fait mal, des fois, je vois pas mon nom, je suis là, il faut sortir plus de bandes. Oui. Parce qu'en vrai, il y a aussi il y a un effet volume, ouais. C'est ça, il y a un effet volume et depuis un an, je crois que j'ai codé aussi la gestion de pré-stockage. De dire, ce livre, je l'ai prêté à un ami, celui-là, il est rangé à la case, celui-là, il est chez mes parents, genre de choses. trop bien. Ça, tu vois, c'est Gestion de pré-stockage. mais ça, c'est des réflexions que tu as eues via les utilisateurs ou c'était toi-même qui derrière Les deux. Après, la gestion de prêt, c'est un classique des gestionnaires quand même. C'est pas non plus, ça sort pas de nulle part. Mais moi, je l'ai mêlé à la gestion de stockage, parce que je trouvais que c'était à peu près la même chose, une deux phases d'une même pièce, de dire. Parce que techniquement, c'est juste un système de label, mais le fait aussi, en fait, techniquement, il n'y a pas de différence. Mais le fait, en fait, que tu proposes de l'utiliser de telle manière par l'interface et en mettant un petit icône entre une boîte de carton ou une personnage, en fait, c'est du coup ça. Tu pousses aussi à cet usage, plutôt que les gens le détournent. D'accord, oui. Tu vois, des fois c'est des petits trucs, hein, juste, alors que techniquement, derrière, c'est la même chose. Et est-ce que dans le futur, il y a d'autres fonctionnalités qui vont arriver J'aimerais ajouter des choses dans les stats, avoir aussi une partie un peu plus historique de ta collection, avoir des stats genre un peu un récap mensuel ou hebdo. Qu'est-ce que tu as lu et rajouté cette semaine? Ça puisse même te faire un petit récap à la Spotify. À la Spotify à la fin. Mais plus couramment dans l'année, tu puisses partager sur les gens, ils verront, tu as acheté 5200 mangas cette année, t'es là. Non, c'est juste, imaginons après, tu vois, parce qu'il y a beaucoup aussi de clubs de lecture hein, sur le TikTok, etc. et tout. Ça peut être cool d'avoir ton petit récap, mes lectures de la semaine. Tu imagines la guerre que ça va lancer aux gens qui disent. Parce qu'il y a déjà des guerres, sur les réseaux sociaux en mode j'ai la plus grande mangatech et tout ça. Là, tu vas voir à la fin de l'année, genre, ils vont montrer leur truc en mode regardez là, cette année j'en ai acheté ça. Des stats, un peu aussi, d'avoir des stats plus liés à la lecture. De toute façon, c'est aussi dans le premium. Et un truc tout bête aussi, c'est des trucs que ça fait longtemps que je parle, mais que j'ai pas encore codé, mais juste je sais pas quoi lire ce soir, un bouton random qui me dit dans ma palle. Ça serait trop bien. Tout bête. Bah oui, parce qu'on a beaucoup de livres effectivement qu'on ne lit pas parce qu'on soit on n'a pas le temps. Oui. Et effectivement, pour pouvoir se lancer et faire d'autres choses, ou même un petit rappel, genre s'il y a une série que tu n'as pas lu, par exemple, j'achète les 2 premiers tomes d'une série, j'ai le 3e à la maison, mais je l'ai toujours pas lu, genre avoir un petit rappel en mode n'oublie pas, tu dois être à jour sur la série, sinon tu vas être spoilé sur les réseaux et tout ça. Ça. Donc il y a quand même encore pas mal de fonctionnalités que tu aimerais rajouter. Les idées, c'est pas ce qui manque, à la fois dans le premium et dans le gratuit. Après, il faut se dire qu'il y a des choses qui sont dans le gratuit. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, je parlais de la gestion des éditions limitées, les coffrets. C'est dans le gratuit parce que c'est un peu la gestion de base. Mais j'aurais jamais eu le temps de la coder si j'avais pas eu du temps grâce au premium. Donc en fait, c'est parce que les gens te soutiennent via le premium que tu peux te permettre effectivement de rajouter et des fonctionnalités dans la partie gratuite et des choses qui sont essentielles à l'application. Il y a un truc essentiel pour toi qu'il faudrait rajouter dans la partie gratuite à l'avenir? Un peu plus le côté social. Partager avec les gens et tout. Avoir des amis, les suivre, tu vas dire... Le but, c'est pas de créer un réseau social, mais un peu, on revient encore à Spotify, mais juste de voir mes amis, ils ont écouté ça, ils ont lu ça dernièrement, ils ont acheté ça. Tu imagines, je repense totalement la home aussi. Au final, tu sais, Chato à la base, je te parlais tout à l'heure que j'avais créé une société qui faisait des applications. Voilà. Et l'une des applications, c'était une application qui s'appelait Chato. Et c'était censé être une application sociale pour les fans de manga et japonais. Outre les chats dans lesquels les gens pouvaient discuter et tout ça, il y avait une notion un petit peu de partager ses lectures et tout ça. Et j'ai l'impression que Manga Collect devient un petit peu ce que Chat ça et Discord. Ce qui serait intéressant, c'est que du coup, ce contenu se crée juste par l'utilitaire. Ouais. Tu vois, t'es pas obligé d'alimenter un réseau social en disant j'ai lu ça. C'est juste parce que déjà tu le fais pour toi. Voilà. Et que du coup, t'es amis comme tu écoutes comme musique pour toi. Spotify ou même Steam ou sur PlayStation. C'est ça. En fait, techniquement, naturellement, en fait, tu vas partager on t'oblige pas à le faire. L'usage, c'est ça. Donc, est-ce que tu sais à peu près dans combien de temps ça pourrait arriver? Surtout la partie sociale, pas cette année. En tout cas, la partie sociale, faut que je muscle le premium avant. En fait, c'est ça qui est drôle quand j'ai une seule une maison d'édition ou même une entreprise, c'est que les idées, comme tu le dis, elles manquent pas. Mais en même temps, des fois, il faut s'engager un peu sur les dates. Si tu ne mets pas des deadlines, c'est compliqué d'avancer. Je crois qu'en fait, il y a des moments où tu as une sorte de pression qui arrive d'un coup et tu te dis, ok, c'est bon, je m'y mets là maintenant. C'est le moment pour faire la chose et tout ça. En fonction des personnes, ça peut cogiter dans la tête pendant plusieurs mois à faire ce truc. Des fois, ça peut arriver dans la nuit.
Toi, typiquement, la personne qui est derrière toi, elle est arrivée genre à 22h le soir dans la nuit et tout. Et toi, ton idée, genre, le lendemain, tu peux te lancer. Mais tu vois, par exemple, la manière de coder les éditions limitées, les collectors et les coffrets, je pense que j'ai juste techniquement y penser 1 an avant de le faire. Ouais. Le temps que ça mûrisse, en fait, parce qu'en fait, dans la structure de données peut beaucoup influencer sur ton interface, en vrai. Et j'avais besoin. Et en fait, la structure de données, il n'y en a pas une bonne. Il y a celle qui te sert à ton propos. L'organisation de la base de données, en plus, c'est quelque chose qui peut être compliqué à réorganiser après coup. Surtout quand j'ai. Si tu veux, aujourd'hui, rien que le nombre de mangas possédés par tout le monde, c'est 80 millions. Tu vois, donc je peux pas réorganiser cette table comme ça en 2 secondes, en fait. Écoutez, C'est une opération qui prend du temps. ça, un jour, je t'amènerai dans mes réunions avec le Japon. Tu sais, on mettrait des problèmes de performance. J'ai des problèmes de performance, tu vois, qui doivent être gérés. D'ailleurs, tu sais à peu près combien. Est-ce que tu as une idée, entre guillemets, du pourcentage de lecteurs de manga qui possèdent l'application? Je sais pas comment l'expliquer, mais par rapport au marché. Par rapport au marché global. Et c'est marrant, un peu. Alors c'est compliqué parce qu'entre les ventes te disent pas combien il y a de lecteurs de manga. Ouais. En vrai. Donc parce qu'en moyenne par mois en France, c'est 3 millions, c'est ça, de tomes écoulés. À peu près, oui. Je crois que c'était la dernière donnée, c'était en 2022 ou 2020. Ouais, 2022. Et ouais, c'était à peu près ça. C'est à peu près ça. Moi, par mois, j'en ai à peu près entre 1,5 et 2 millions de tomes ajoutés. Oui. Mais sachant que ça. Il y a aussi les nouveaux entrants qui ajoutent toute leur collection d'un coup. Ouais. J'avais compté qu'à peu près 1/3 des livres vendus sont dans Manga Collect. Sachant qu'après, le pourcentage est très différent d'un livre à un autre. Faut pas faire x3. C'est-à-dire que sur des plus petites éditions, il est possible que je sois proche des 40-45%. Et sur les éditions qui sont hyper populaires, ça se peut que je sois qu'à 10-15%. Parce que les plus grandes séries qui se vendent à millions, elles ont touché un public tellement large qu'ils n'ont pas besoin d'une application de gestion parce qu'ils suivent 3 séries, quoi. Oui, voilà. Tu vois, c'est ça. Donc effectivement, c'est avant tout pour les passionnés, mais c'est quand même assez impressionnant parce que ça veut dire qu'il y a une bonne partie quand même du public français qui aujourd'hui a l'application et tout ça. Donc merci à vous, c'est avant tout grâce à ça qu'il y a ce genre de choses et tout ça. Toi, est-ce que tu as une volonté particulière pour Mangayo à l'avenir et tout ça? Est-ce qu'il y a Manga Collect? It was at this moment that he knew. He fucked up. Manga Collection. Parce qu'on était. on en a parlé tout à l'heure. On en a parlé tout à l'heure, effectivement. Typiquement. On les aime, salut Mangayo. Voilà, salut Mangayo, d'ailleurs, qui seront peut-être ici dans l'émission une prochaine fois et tout ça. Donc, il y a de grandes chances et tout ça. Mais justement, est-ce que pour Manga Collect, t'as une volonté particulière à l'avenir et tout ça? Créer plus de synergie avec des éditeurs. Typiquement, là, on parle de Mangayo, mais créer des partenariats spécifiques ou alors faire en sorte que 100% des lecteurs de manga en France aient l'application. Est-ce qu'il y a un truc particulier, toi, qui pour l'instant, j'essaie de structurer, on va dire, tout ça. Pour l'instant, je suis encore tout seul. Mais à l'avenir, je ne pourrai plus être tout seul. Notamment tout ce qui est partie marketing, communication. Là, actuellement, je suis même devenu un peu commercial depuis que je vends de la pub aux éditeurs dans l'application. Je confirme, et c'est très bien. Voilà. J'ai essayé aussi de proposer des nouveaux formats. Moi, c'est pas trop la bannière ou le truc full screen sur l'application parce que moi, je pense vraiment, je vais en premier lieu sur l'utilisateur. Et en quoi, c'est des publicités, ce qu'on appelle. Je vais rentrer un peu dans la technique, mais on est là pour ça aussi. Native Advertising, c'est-à-dire que si vous avez vu les publicités dans Manga Collect, il y en a une sur la home en première page. En plus, c'est marqué sponsorisé. De toute façon, je trompe personne. Donc ça, c'est payant d'être en première place sur. C'est discret, on va dire. Oui, c'est discret. Et au début, certaines personnes, ça peut un peu les changer d'habitude, avoir plutôt l'habitude de faire la grosse bannière, animée, machin, etc. Mais en vrai, plus tu fais quelque chose qui ressemble à de la pub, et moins les gens ils cliquent, l'œil il a l'habitude de les zapper. Alors qu'en vrai, là, tu le vois un peu comme une reco, tu cliques dessus, et en fait, j'ai des bien meilleurs taux de clic. Il y a encore des personnes qui regardent plus le taux d'impression que le taux de clic, alors qu'en fait, le taux de clic, c'est hyper important. Parce que c'est pas forcé, en fait. Tu l'as dit, c'est intégré nativement. Donc, quand on dit intégré nativement, c'est-à-dire que aux yeux de l'utilisateur, ça va pas être agressif. Et quand tu cliques, tu sais qu'en fait, tu vas ouvrir une page de l'application, et que t'es pas redirigé sur un site X ou Y, qui est pas forcément, t'arrives et il y a 15 000 trucs, accepter les cookies, et tu vois rien, qui est pas très optimisé pour mobile aussi. Là, c'est fois. En fait, moi, le but, c'est que les gens, ils le mettent en favori, en envie pour pouvoir après. En fait, il faut qu'ils restent sur l'application. Potentiellement l'acheter, quoi. L'idée, c'est qu'ils restent sur l'application et pas qu'ils aillent ailleurs. C'est ça. Parce qu'en fait, de toute façon, les décisions d'achat sont faites dans le Manga Collect. Oui. Donc
Donc ça, à ce niveau-là, c'est une bonne chose que tu as réussi à mettre en place. Est-ce qu'il y a autre chose en plus? C'est-à-dire que là, pour le marketing, effectivement, toi, l'objectif, il est lequel? Essayer d'aller démarcher encore plus de lecteurs et d'utilisateurs? Ou alors c'est plus... Ah oui, après, pour revenir à ça, en fait, je me suis pas mal concentré sur le côté professionnel derrière, parce que du coup, par exemple, pour avoir accès à ces jaquettes spécialisées, quand on en reparlait au début, en fait, il faut tisser des relations avec les éditeurs. Mes éditeurs, au début, ils voyaient pas trop de manière d'intérêt à tisser des relations avec moi. Si j'avais pas un truc à vendre, moi je dis pas de problème, je vais vous vendre de la publicité. En vrai, ça apportera un petit peu ça apportera du beurre dans les épinards. T'imagines dans la tête, les gars. Ah non, je suis désolé, il faut me demander de l'argent d'abord, ensuite, après, on peut en parler. Je te jure, en vrai, c'était pas forcément mon souhait de mettre de la publicité. Mais en vrai, c'était juste pour créer des relations, sinon tu reviendras quand tu auras quelque chose à nous vendre. Ok. Il y a un éditeur qui m'a littéralement dit ça. Ah ben c'est incroyable, j'ai fait bon ok, genre, pas de problème. D'habitude c'est donne-moi de l'argent et on en repart. Là c'est demande-moi de l'argent et on en repart. Non mais il y a une solution, il y a une vraie utilisateur, il y a quand même les collectionneurs. Voilà, et donc tu leur as. Et j'ai vendu des nouveaux formats que j'expliquais, qu'ils ont compris et qui sont bien utilisés, qui sont rentrés dans les habitudes aussi. Mais c'était pas le but en soi. Le but c'était vraiment commencer à tisser des relations avec les éditeurs pour avoir plus d'infos pour les bases. Après je me rends compte qu'entre le pôle marketing et le pôle presse c'est pas le même aussi, donc c'est intéressant aussi d'avoir c'est en fait quand les équipes sont séparées c'est assez complexe parce qu'en fait c'est pas le même discours partout et en fait la vision entre guillemets de la chose n'est pas la même entre le pôle marketing et le pôle presse. Les commerciaux c'est un travail à temps plein d'entretenir la relation avec tout le monde et tout et ça, je commence à avoir du mal de faire ça. Faire ça. Est-ce que ça... Des fois, voilà. Et est-ce que ça veut dire du coup recrutement ça serait pas mal, on va dire, mais pour l'instant, il faut que j'étudie ça. Il faut que j'arrive aussi à déléguer. Oui. Bien. Voilà. Ça c'est quand c'est ton bébé. Il faut que j'arrive à décider. Quand c'est ton bébé, en fait, c'est tellement difficile de déléguer, en fait. Je suis à la fois le garant, mais en même temps, peut-être le pire ennemi. C'est ce qu'on m'a dit également. Mais en fait, le problème qu'on a, je crois que c'est qu'on a trop peur. C'est-à-dire que pour moi, l'image de marque est très importante et la confiance que le public accorde. Et on a toujours peur qu'en déléguant à quelqu'un d'autre, il fasse de la merde ou alors qu'il alors qu'en vrai si tu cadres aussi si toi tu donnes aussi une ligne directrice mais en fait le problème c'est que moi j'ai eu une mauvaise expérience au sein de la maison d'édition, c'était avec un freelance et tout ça mais ça c'était très mal passé, pas humainement parlant parce qu'il était adorable mais au niveau du taf qu'il a fallu tout refaire par la suite. Et en fait ça m'a laissé un goût amer dans lequel c'est si moi je gère pas je sais que ça va. Mais en plus c'est très compliqué moi je trouve J'ai déjà été lead d'équipes techniques, etc. Après, c'est jamais des grosses équipes, ou 4 personnes maximum, tu vois. Mais c'est très compliqué d'arriver à être manager, de dire à quelqu'un qui fait pas très bien quelque chose, alors qu'il est gentil, tu vois, mais en même temps, il faut le challenger, il faut le pousser. En fait, quand tu as une entreprise et que tu dois travailler avec d'autres personnes, en fait, le plus difficile, c'est ça. C'est essayer de faire la distinction entre la gestion humaine et la gestion du travail. Et en fait, le problème, c'est que il y a des moments où tu devras, entre guillemets, être un peu plus sévère pour essayer de faire en sorte que les choses soient faites. Et en fait, comme tu le dis... Je me rends compte de ça, en même temps, j'ai pas envie de devenir le patron que je testerais être, que je testerais avoir. On est tous comme ça. En fait, je crois qu'on est tous comme ça, moi le premier. Et c'est avec le temps que je me suis rendu compte que tu le veuilles ou non, c'est-à-dire que peu importe ce que tu vas faire, tu vas finir par être le méchant de quelqu'un. C'est-à-dire que il suffit, par exemple, que tu arrêtes... Là, moi, avec certains... par exemple, certains traducteurs, on a dû arrêter de travailler ensemble. Des fois, c'était ma faute. Des fois, c'était de leur côté parce que, malheureusement, soit le travail n'était pas forcément correct sur le long terme, soit derrière, c'était trop cher par rapport à la moyenne du marché que moi, je dois faire fluctuer l'entreprise, donc je peux pas me permettre d'être trop cher. Et je me dis à chaque fois que j'ai arrêté de travailler avec quelqu'un, dans mon esprit, c'était... cette personne, elle va me massacrer sur les réseaux sociaux, elle va dire que je suis le plus grand connard de tous les temps, machin truc, alors que j'ai rien fait. Je lui ai juste dit, très honnêtement, on ne peut pas travailler. Et en fait, sans le vouloir, tu as toujours cette crainte de... Les gens vont te juger, les gens vont dire du mal de toi, que tu vas être aux yeux de quelqu'un le patron que toi tu détestais, comme tu le dis. Et en fait, t'as pas envie de devenir comme ça. Et du coup, au bout d'un moment, tu finis par te renfermer. Et en même temps, quand tu es trop le pote, c'est compliqué j'ai remarqué aussi. Après d'être entendu. Moi, je sais que j'avais une fois dans une expérience, j'ai eu un alternant, il ne m'écoutait pas. Et c'était compliqué, je lui ai dit, non, mais fais comme ça, arrête l'expérience de le faire. À un moment, tu vois, j'aime pas utiliser l'argument de l'autorité, mais à un moment, quand t'as tout épuisé et qu'en face, il fait pas de bonne volonté,
Bah, tu vois, c'est ça. Enfin, si on tombe sur les mauvaises personnes, bah forcément, ça laisse un goût amer. Et avec ce goût amer, t'as plus envie de recommencer. Et du coup, en fait, déléguer. Et en même temps, quand moi, j'ai eu aussi beaucoup de mauvais managers, tu vois, qui me laissaient pas assez en autonomie, qui me faisaient pas assez confiance, tu vois, aussi, sur les trucs comme ça. C'est un équilibre qui est extrêmement compliqué. Parce que tu vois aussi, en fait, derrière le fait de l'aventure Manga Collect, de me lancer sur le produit et tout, j'avais enfin aussi c'est aussi pour moi un mode d'expression pour dire, regardez, c'est quoi le produit, comment moi je pourrais le faire, etc. Parce que tu vois, en fait, souvent quand je suis dans les entreprises, j'ai des fois une discussion avec le CEO ou le chef de projet, etc., le product owner, qui sont en mode, ah, mais vous, développeurs, vous êtes nuls, vous connaissez rien en marketing, en machin, en produit, c'est moi qui vais faire, le bouton est là. Ouais. Et des fois, putain, moi je suis en train de coder un truc que je sais qui est nul, et après, il y a des retours utilisateurs qui sont nuls, et des gens qui mettent une étoile sur le App Store, que je sais pourquoi ils l'ont mis une étoile, je le savais avant. Et en fait, pour moi, c'était vraiment être enfin. Et tu peux pas dire aux gens, regardez, produit, tu vois, pour dire, on peut plus me dire ça aujourd'hui. Bah, en fait, c'est une vitrine pour toi. Bah, en fait, quand j'étais freelance, c'était incroyable parce que c'était vraiment un cercle vertueux. C'était que plus j'avais de temps, je pouvais bosser sur Manga Collect. Et en fait, mon CV, c'était mes 4,8 sur l'App Store. Bah oui. Tu vois. C'était, vous savez faire d'appli ? Oui, regardez, je l'ai envoyé, il y avait des gens qui l'utilisent et tout. Et c'était trop bien. Voilà. Du coup, je vais arriver à vendre de plus en plus cher. Donc, mais en fait, pour nous, c'est un cercle vicieux parce qu'en fait, quand ça marche et quand les gens sont satisfaits, t'as toujours de mal à essayer de dire, je dois le déléguer à une personne qui doit faire le taf de la même manière, selon ma pensée, pour faire en sorte que ça continue de cette manière-là. Ça continue vraiment dans le bon sens et tout. Et je me dis, en fait, je crois que le plus difficile, ça sera pour toi de trouver la première personne qui sera là, à tes yeux. Au début, je pensais même presque trouver une espèce de sorte de cofondateurs, tu vois, qui sont un peu mon pendant, mais en marketing. C'est souvent la plupart des boîtes sont plutôt fondées par des profils en marketing commercial. Je cherche un techos. En fait, sur Paris, il y a beaucoup de salons de trouve un CTO. En vrai, c'est eux qui lancent les boîtes. Tu m'étonnes, ouais. En France, en tout cas, parce que c'est pas tout à fait pareil en Allemagne et à Silicon Valley. Plutôt les techos qui lancent des boîtes. Il y a peu de CTO fondateurs en France, parmi les grosses boîtes et les licornes. Il y en a quelques-uns, mais pas toujours. C'est beaucoup de gens de marketing. Ouais, beaucoup de gens plutôt école de en plus. Ouais. Plus que c'est une spécialité française des grandes écoles. Là, vous avez l'exemple. Hein. Profil marketing, école de commerce. Après, je c'était fac, mais. Moi, je veux pas mettre tout le monde de l'école de commerce dans le même panier parce qu'il y en a certains qui sont très bons, mais d'autres qui ont. C'est beaucoup de bullshit. Là, je le dis, je vais me faire beaucoup d'ennemis sur LinkedIn, mais il y a énorme. En fait, dans le marketing, tu as 80% de personnes qui sont incompétentes et qui vendent qui balancent de la poudre aux yeux. Et tu as 20% de personnes compétentes qui fait le moine, hein, vraiment. Oui, et c'est ce que je le dis. Hein, et vraiment, le conseil que je peux dire, plus une personne va parler, plus une personne va essayer de te faire des longs discours pour essayer de t'expliquer ça, plus ça veut dire pour moi. Il y a des contre-exemples, mais. Il y a des contre-exemples, mais pour la majorité, c'est plus la personne est incompétente et elle vend du vent. C'est-à-dire que. Pour moi, et c'est que mon avis personnel, hein, mais pour moi, une personne qui a vraiment, entre guillemets, du talent et des compétences, il va pas faire des pavés. Il va le mettre en place et ensuite il va le montrer. Oui. C'est-à-dire qu'il va le montrer par des faits. Toi, techniquement, comme tu l'as dit, toi, tu le montres par ta vitrine. Tu montres juste l'application et tu dis aux gens, regardez, voilà. Ça, mais si on était, je pense, mine de rien, je pense que pour fonder une boîte comme la mienne, si on avait été deux, qui se complètent, ça aurait été plus vite. Oui, mais voilà, mais il aurait fallu trouver la bonne personne marketing. Voilà, parce que ça aurait été. Voilà. Et aujourd'hui, maintenant que le projet on est à un tel stade, tu peux pas faire entrer quelqu'un à n'importe comment à un gros pourcentage, tu vois. Oui. Et donc forcément la personne aussi, c'est compliqué de. Il faudra trouver un bon premier employé et tout ça. Ouais. Meilleur profil sur LinkedIn, n'hésitez pas à lui envoyer un message, montrez-lui votre vitrine, ne faites pas de long pavé, juste montrez ce que vous êtes capable de faire. C'est la meilleure des choses et de ça. Mais c'est vrai que quand tu passeras cette étape-là, et pareil, tôt ou tard, moi de mon côté, je serai obligé de passer cette étape. Je crois que ça va être l'étape la plus compliquée. Donc pour en revenir à où est-ce que je vois Manga Collect plus loin, tu vois, je pense que déjà, je vais essayer un petit peu de mûrir sur le marché français, commencer à grandir, un peu structurer la partie commerciale. Avec ça, et partie marketing, etc. Et après, quand j'aurai le temps, je pense, j'essaierai de faire d'autres marchés. Tu vois, le Japon, techniquement. Alors, avant, je pense déjà un peu le marché européen, tant qu'il est un peu émergent pour Espagne, Italie, Allemagne. Ouais. Pour j'ai un peu aussi la recette, comment je lance un nouveau pays avant de faire les États-Unis et l'Angleterre. Et le Japon, je pense que ça va être compliqué quand même. Je pense qu'il y a d'autres applis qui existent déjà, mais je ne connais pas du tout. À ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'appli de. Et la base de données, elle va être. Oui, on va dire des sites de base. En gros, tu vois, si je dois ouvrir un pays, tu vois, imagine, je joue en Espagne, s'il faut que je trouve une personne qui fasse un peu comme si je vendais une solution un peu clé en main,
elle puisse elle-même gérer la base de données et le marketing toute seule et le commercial, tu vois. Bah, en fait, c'est Ça va être un peu ça, quoi. voilà. Ouais. Tu ouvres des succursales dans chaque pays, mais ça veut dire. Il faut que Jack j'ai un truc un peu plus clé en main là-dessus qu'il y a pas encore, tu vois. Et ouais, donc l'objectif c'est de devenir numéro 1 mondial. Bien sûr. C'est un peu l'objectif le rêve Non, de tout mais, le monde. Bah, c'est le rêve de tout le monde. Enfin, Enfin, je donne les objectifs. c'est En, ça. en vrai, tu vois, moi, du coup, là, je suis hyper heureux parce que en fait, mon rêve d'étudiant, il est réalisé. Je vis de mon app. Rien que ça, pour moi, c'est incroyable et je vis très bien. Et, Donc, et tu apportes une solution. Oui, vraiment oui, concrète aux mais gens. ouais, être utile et arriver à en vivre, c'est deux choses différentes. Je te confirme. Tu vois. Moi, j'arrive pas c'est, encore à en vivre comme je voudrais, mais j'avoue que toi, t'as réussi effectivement. Donc, et rien que ça, je m'estime déjà hyper chanceux en vrai. Et est-ce qu'il y a eu, on en parlait tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a eu des personnes qui se sont approchées de toi pour racheter l'application ou pour, entre guillemets, essayer de rentrer un petit peu dedans? Parce que Alors après, quand t'es bien classé sur l'App Store, tu reçois des spams de fous de plein de boîtes américaines qui t'envoient toutes. C'est que des mails automatiques, hein. ouais, Machin, des trucs, on a vu, vous êtes bien classé, ou tiens, on te file 1000, 2000 balles si tu mets un tracker dans l'app. Non, non, rien à foutre. Rien à foutre. T'as des trucs un peu spam, donc ça, je mets dans la catégorie pas sérieux. Dans les trucs un peu plus sérieux, il y a quelques business angels qui m'ont contacté, avec qui j'ai pris un café, des machins et tout, qui ont des visions intéressantes. Et c'est des personnes avec qui j'aurais pu partir, mais on va dire pour l'instant, voilà, j'essaie encore de mûrir de mon côté. J'essaie de me prendre aussi peut-être les murs tout seul. Tu vois, genre... tu vois, avant de déléguer, je pense, le marketing et le commercial, je l'apprends un petit peu. Comme ça aussi, je vois c'est quoi la vraie difficulté. mieux tu comprends. Parce qu'en vrai, qu'importe ton métier, tu vois toujours le métier des autres comme un peu facile, c'est juste ça. Tu vois, bah, marketing, c'est bon, je fais 3 posts, je fais 2 images. C'est ce que tout Tu le vois, monde croit. moi, les développeurs, on va dire, bah, tu cliques sur 2 trucs, il y a un bouton et c'est fini. Voilà, Ah oui, bah, 2 trucs. En fait, quand tu ne connais pas un sujet, il te semble toujours un peu facile. L'effet Dunning-Kruger, je crois, ça peut être un peu là-dedans aussi. Et dès que tu creuses un petit peu, tu te rends compte des vraies problématiques. Et donc, je pense que de creuser un peu plus la partie marketing commercial m'aidera aussi en plus à éventuellement plus tard arriver à trouver la bonne personne qui peut m'aider. Et en plus, elle-même, elle comprendra qu'en fait, je comprends ces problématiques. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a rien de plus insupportable d'avoir un manager, un patron qui n'y connaît rien. sous-estime complètement ton travail. Bah, en fait, de toute façon, quand tu gères une entreprise, Donc je dois essayer de me casse comprendre. les dents, Voilà. mais je pense que c'est une bonne chose. Bah, c'est une bonne chose parce qu'en fait, c'est nécessaire. En fait, t'es obligé de comprendre à peu près tous les aspects Ouais. de chaque métier. Et en fait, si tu comprends pas ça, Et en même temps, moi j'ai besoin de comprendre c'est quoi les problématiques d'une maison d'édition. En plus, à différentes tailles. On a beaucoup parlé, en fait aussi de tous les formats de publicité que j'ai aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à Nico. Donc je dois vraiment dire merci aussi parce qu'en vrai, c'est. moi, je Ah, parle. voilà, si, attends. Je fais que J'ai eu un coaching d'une journée incroyable. à Japan Expo. Non, même avant, quoi, l'Extra Life. Ah oui, c'est vrai, on s'était posé. Et en plus, c'était la première fois qu'on se voyait en vrai, je crois. Ah oui, Donc oui. vraiment, on se connaissait pas et tu m'as donné tellement de conseils en une Bah. après-midi qu'on a continué en dîner tellement on était pris dans des Non, sujets, c'est parce que tu enflammés. tu m'avais demandé, et en fait, encore aujourd'hui, tu vois, il y a Et- des sociétés qui commencent à se lancer dans le manga ou dans d'autres choses. Et en fait, ils m'envoient des messages, tu vois, sur LinkedIn et tout ça, et moi, j'accepte de les voir, de leur donner conseil. Pourquoi? Parce qu'en fait, Putain, mais j'imagine pas la valeur de ça. Hein. j'ai pas envie qu'il leur arrive ce que moi, il m'est arrivé. C'est-à-dire que quand j'ai lancé la maison d'édition, personne n'a voulu répondre à mes questions, sauf 2 personnes, et j'en parle tous les 4 matins, mais toi, le fondateur de Xiun, typiquement Ahmed et Florent Gorge de Mac Books, toi c'était les 2 seules personnes qui ont daigné, ne serait-ce que m'accorder. En fait, ils m'ont accordé quelques minutes, toi. Ouais, Ils ouais, m'ont mais, pas accordé une journée ou même mais en fait, suffisamment, entre guillemets, de temps et des conseils, des petits conseils à gauche, à droite, qui m'ont permis, entre guillemets, d'être un peu plus en confiance et de me lancer, toi. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, quand il y a des entreprises ou des personnes qui se lancent ou qui ont déjà des trucs qui veulent se lancer et qui vont le parler, bah, je vais pas prétendre, entre guillemets, avoir la connaissance absolue parce que c'est pas le cas. De toute façon, après, non, mais de toute façon, on est adulte, on parle avec Voilà. personne, on prend, on laisse. C'est ça. Mais partager son mais, expérience, ça permet au oui, moins d'avoir des idées et de ça. Et moi, j'appréciais l'application, je voyais où ça pouvait mener. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, voilà, il faut mettre en place des choses et de ça. Quand tu t'es posé des questions sur comment tu pouvais en vivre et tout ça, bah en fait, t'as reçu plein d'informations, mais à la fin, c'est toi qui les as appliquées. C'est toi qui as su, entre guillemets, Oui, faire mais de ça. ça permet d'aller dans la bonne direction d'entrée de jeu avant de. Oui, bah, donner, c'est ça, voilà. Souvent, un développement, ça peut. Tu vois, si tu es dans un tunnel de 2 mois sur un truc, ça sert à rien, c'est compliqué. Tu vois, c'est pour ça que je dois ultra prioriser tout. Donc, mais voilà, mais aujourd'hui, tu vois, tu le rends bien. Pour moi, la plus grande des gratitudes, c'est quand j'utilise l'application, toi, et que je vois à quel point c'est bien optimisé, c'est bien géré et tout ça. Moi, en tant qu'utilisateur, toi,
je suis heureux de me dire que derrière, tu as mis en place les bonnes solutions pour que derrière, comme tu le dis, on n'ait pas cette sensation d'être agressé tous les 4 matins par des choses et tout. Donc voilà, ça c'est une bonne chose. En vrai, je me rends compte, tu vois, par exemple, pour avoir été dans pas mal de startups, en tant que salarié ou en tant que freelance, en fait, une startup au début, elle veut surtout créer de l'usage, elle s'en fout de l'argent, elle a levé des fonds, etc. Donc c'est un peu le cool kid qui va déstabiliser les actuels, faire beaucoup de trucs gratuits, tu t'inscris, t'as 10 balles, mets tes amis, des trucs de parrainage et ça. Pour moi, c'est pas viable. Et jusqu'au bout d'un moment où, ça peut. Rarement. Ou alors, alors il y a l'adage fake it until you make it, tu vois, c'est le. En vrai, je fais beaucoup. Moi, je vais pas te le cacher, moi, j'ai horreur de ça. En vrai, je le fais beaucoup aussi. Il y a des bouts. Ouais, mais après, il y a des réalités qui arrivent. Oui, bien sûr. Mais tu vois, beaucoup ne l'appliquent pas. Beaucoup, c'est genre fake it. En vrai, tu peux déjà un peu tester cette vision avec quelques briques, tu vois, avant d'y aller plus loin. Mais où est-ce que je voulais en venir, c'est que au bout d'un moment, souvent, t'as une boîte après qui est la 3e, le 4e levée de fonds un peu plus compliqué. Là, on peut plus regarder les chiffres quand la boîte elle a déjà 3-4 ans d'existence. Et on commence à avoir la rentabilité. Et t'as les investisseurs qui font change, qui peuvent même jarter le fondateur de la boîte, mettre d'autres personnes qui viennent. Et ça change tout dans la boîte. Enfin, moi, j'ai déjà vécu plusieurs fois ça, une fin de boîte, et tout ton code est mis à la poubelle parce que finalement, la boîte, En vrai, où je voulais en venir, c'est que t'as les personnes qui savent bootstrapper un projet, créer de ex nihilo de la confiance, mais ça savent pas forcément le rentabiliser. Et t'as d'autres personnes qui savent jamais créer la confiance, par contre, savent bien l'exploiter jusqu'à la moelle. Je caricature deux positions, évidemment. On exagère. Mais j'ai vraiment vu ça. Et des gens qui sont là en mode, moi, je sais faire du business, ils savent jamais créer la confiance. C'est juste exploiter un nom, une marque, une reprise, un truc, etc. Et à la fin, quand ça marche pas, ils disent, de toute façon, moi, j'ai pris une situation qui était déjà en détresse et c'est jamais de leur faute, tu vois. C'est un homme politique. On va couper ça. La politique en entreprise, c'est un game. C'est un game aussi. Ça, je le sais plus, voilà, quand je travaillais en entreprise. C'est un game aussi. Et du coup, moi, tu vois, je voulais essayer de trouver cet entre-deux quand même, créer la confiance, mais la garder, mais quand même être rentable. Oui. Tu vois. Et on est obligé à un moment donné. C'est-à-dire qu'on peut pas. Comment dire, on peut pas lancer une entreprise et en plus pérenniser l'application. Enfin, il y a même des gens qui disaient, des fois il y a des personnes qui me demandent, sinon ça va, tu vis bien avec l'application, parce qu'en fait ils sont même inquiets que l'application s'arrête. Je vous rassure, ça va très bien. Moi c'est ce qui m'arrive en ce moment. Non, mais je veux dire, c'est ce qui m'arrive en ce moment, c'est-à-dire que d'ailleurs moi aussi je dois te remercier parce que c'est sur tes conseils en partie que j'ai dévoilé que j'étais seul à gérer la maison d'édition et aussi que j'ai indirectement lancé cette chaîne YouTube. Et en fait, j'ai remarqué que les gens, à partir du moment où ils voient, entre guillemets, que t'es quelqu'un qui est passionné par ton projet, que c'est ton bébé, et que derrière, t'as aucune intention d'être, tu sais, le vil capitaliste qui va exploiter jusqu'à la moelle toutes les opportunités et tout ça, en fait, les gens s'inquiètent parce qu'ils se disent, ok, et il travaille. Mais s'il le fait pas, est-ce qu'il va pas mourir au champ d'honneur? C'est exactement ça. Donc, il y a un moyen, il y a un entre-deux, c'est ça. On essaye de trouver l'entre-deux, en fait. Et trouver l'entre-deux, c'est ça. C'est essayer d'être rentable en lançant plusieurs choses, tu vois, en faisant en sorte que derrière, s'il y a une possibilité d'avoir quelque chose qui peut être rentable et qui peut pérenniser l'entreprise, on le fait. Et en même temps, essayer de garder son éthique. Voilà, c'est ça qui est important. Mais derrière, même le mot éthique, parce qu'on met juste ça comme une espèce de valeur, il y a vraiment la confiance du utilisateur et qui, en fait, même d'un point de vue business long terme, est important. Bah oui. Tu vois, tu peux même... Je veux dire, c'est qu'il n'y a pas qu'un mot ou il n'y a pas qu'une morale, en fait. Il y a vraiment un truc concret. Même sur l'entreprise, je veux dire. Oui, c'est ça. C'est un peu dommage que de toujours mettre aussi le social ou la morale sur quelque chose, mais en vrai, comme ça, tu justifies aussi. En fait, dans l'entreprise, souvent, c'est obligé de justifier. C'est un mélange qui est assez complexe parce que de toute façon, on n'aura jamais la bonne réponse et on n'aura jamais la bonne solution. Non, mais après, chacun son entreprise ou son. En vrai, tu peux lancer un gestionnaire de collection et pas avoir la même tronche que moi. T'as pas fait les mêmes choix en termes de management, en termes de produits, en termes d'interface, etc. C'est comme ça aussi. Il y a un peu ma vision aussi dans le produit. C'est ça. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des applications qui ont copié un petit peu Manga Collect dans la gestion, effectivement, qui ont adapté, on va dire, leur manière de oui, mais après la gestion, ça a toujours existé. Voilà. Je suis pas le premier, mais en tout cas, t'as ouvert la voie quand même à pas mal de choses et à pas mal de personnes et tout. Donc ça c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que moi, je vois un bel avenir entre guillemets pour l'application et pour ce qu'il y a et tout. Et moi, je te le dis, j'ai hâte pour le côté un peu social et tout, même si techniquement je suis pas sociable. Moi, je suis pas sociable du tout, mais non, mais
ça va donner un petit peu de liens, etc. Et est-ce que t'as... Faut que je fasse les push notifs aussi, j'ai toujours pas fait les push notifications, de prévenir, t'envoies une notification quand un manga est sorti, ça m'est très demandé. Ça peut être... Ça m'est très demandé. Bah ça viendra. Peut-être il y aura quelques pushs qui sont dans le premium, il faut que je vois comment est-ce que je peux jongler ça, quoi. Écoute, est-ce que tu as un objectif pour cette année Le push, j'aimerais bien. D'ici la fin de l'année? Il y a des trucs en place, ouais. Ok, bah écoute, tu verras la vidéo, tu verras la vidéo, tu me diras ok, deadline, t'as jusqu'à la fin de l'année pour le faire, et voilà, les gens ils t'enverront un extrait de la vidéo, voilà, là tu l'as dit, toi. En plus, mes push notifs, je les ai fait déjà pour des clients plusieurs fois, mais... Voilà, donc toi, c'est possible et tout. Donc, là, en l'occurrence, bon, quand vous regarderez cette vidéo, Japan Expo sera passé certainement. T'as des réunions à Japan Expo des fois pour essayer d'avancer. Alors les 2 dernières Japan Expo, j'ai beaucoup distribué de cartes de visite. Parce que justement, c'était un peu, j'avais une accès de business, donc j'ai pu enfin accéder à même juste la green room. Tu vois, moi j'ai pas besoin d'aller dans les salles. Le petit B2B avec les Japonais, parce que moi j'ai pas de relation avec les Japonais. C'est un autre moment. J'ai pas besoin. C'est beaucoup plus strict et froid. Là, la green room, c'est très ouvert. Là, j'ai essayé de contacter un peu les éditeurs que j'avais, certains que j'avais déjà en relation make, de les voir en vrai, qu'on prenne un café ensemble, etc. C'était un peu aussi l'occasion de les rencontrer, d'en alpaguer certains dans la green room, de se faire présenter par d'autres personnes. C'est plus facile de se faire présenter aussi que d'arriver. Des fois, il y a certains éditeurs, je trouvais aucun angle. Moi, j'arrive sur le stand, mais quand tu arrives sur le stand, en vrai, ça marche quasiment pas parce qu'on te voit vraiment comme le juste d'à côté. En fait, non, elle est gentille, ta petite application. Non, mais il y a aussi. Tu t'es pas vu comme professionnel. C'est ça. En fait, le problème, c'est que sur les stands, même si t'as le badge et tout, professionnel. Oui, en plus, il y a pas forcément des gens qui sont dans la partie, on va dire, édito, dans la partie marketing et tout ça. Souvent, c'est un libraire. C'est exactement ça. Ou alors quelqu'un qui est recruté exprès pour le salon. C'est exactement ça. Et les éditos sont pas du tout dans le marketing quand t'arrives à avoir quelqu'un de l'édito. Non. Ou même les services presse, ils sont pas du tout dans les mêmes. En fait, tu peux les voir. C'est pour ça que Japan Expo, c'est bien. J'en ferai une vidéo. J'espère qu'elle sera sortie au moment où on a fait cette vidéo-là. Mais en l'occurrence, en fait, tu verras que dans cette partie-là, dans la green room ou même dans les autres, c'est là où vraiment tu retrouves tous les gens qui sont de la partie plus professionnelle. Et même, en fait, moi, depuis. Je faisais ça dans mon coin, j'avais pas le temps vraiment de réseauter dans le milieu, parce que moi je réseaute dans le milieu de l'informatique sur Paris, je connais des développeurs, etc. C'est complètement un autre univers. Mais du coup, là, vraiment, c'est depuis le premium et depuis début 2022 que j'ai pu commencer à mettre un pied, être invité à un événement manga, commencer à parler des journalistes aussi, mais tout simplement être un peu repéré aussi par d'autres personnes, être invité à d'autres événements, être invité dans une émission comme Manga Sur, à la radio dans Yata, par exemple, dans des trucs comme ça, en fait, qui m'a permis de juste réseauter, parler avec les gens, même si t'as pas d'intérêt tout de suite, juste parler, etc. T'as été invité dans Yata? Oui. Il faut que j'aille regarder l'émission. Oui, c'était l'automne dernier. Ils m'inviteront jamais. Mais bon, c'est pas grave. Vous inquiétez pas. Tout ça. Non, c'était très cool. C'était un peu super d'arriver à la maison de la radio, mais... Franchement, en vrai, ils sont assez cool. Ouais, j'aime bien l'émission. C'est ça. Donc, merci encore pour l'invitation. Mais derrière, du coup, cette année, j'espère que ça sera tout aussi efficace et que ça te permettra d'avancer dans certaines choses. Là, cette année, je vais être peut-être un peu moins dans la green room, parce que j'ai des trucs plutôt prévus. Le jeudi, on fait une conférence avec Caroline. Je mettrai des images si je les vais. Le jeudi à 12h15 sur la scène Nezumi, je crois que c'est ça, Nezumi. On fait une conférence un peu qui est un peu une cristallisation, un condensé de ce qu'on fait dans l'émission tous les mois sur Top Manga Collect, sur sa chaîne. Donc c'est une émission avec les stats. En fait, il n'y a pas des stats en France sur type GFK de public pour savoir c'est quoi les meilleures ventes. C'est un peu compliqué. Mais moi, avec mes stats, je peux les avoir à peu près. Voilà. Les tendances, c'est pas des chiffres de vente, mais en vrai. Mais ce qui est cool avec cette émission, c'est que t'as réussi à la rendre aussi digeste. Ouais, et digeste, parce que des stats. Sans être méchant, hein, une émission uniquement. J'aurais jamais fait ça tout seul. Ça c'est sûr. Sur sa chaîne aussi, j'aurais jamais eu le temps de construire moi une audience tout seul, etc. Et elle a une capacité justement à. En fait, c'est bien. Vous formez un duo qui est assez complémentaire. Je pense un peu si on apporte chacun l'un l'autre quelque chose. Pour le coup, on a vraiment une association gagnante-gagnante, je pense. Donc, écoutez, allez voir l'émission. Là, je crois que vous l'avez. Et puis on s'apprécie. Enfin, on a appris à se connaître vraiment en faisant de l'émission. Ça se voit, hein, parce que je crois que les premières émissions, j'ai vu dans les premières émissions que. De toute façon, voilà. Ouais, mais qui ne l'aime pas. Ouais, mais tu vois, par exemple, au début, qui était un peu. Connaissais pas un peu les gens, je les voyais que de loin. J'avais toujours un peu peur de. Est-ce que c'est la même personne derrière et devant l'écran? Caroline, c'est. Il y a ça. Non. Caro, c'est la crème. En fait, des fois, je m'énerve.
je m'énerve. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'aimerais qu'elle réussisse plus que certains. Alors, je veux pas lancer de drama, mais il y a des personnes, on va dire, qui ne méritent pas, entre guillemets, toute l'attention qu'ils ont et tout le succès qu'ils ont. Mais il y en a d'autres, comme Caro, qui travaillent comme des dingues. Ouais, Et je trouve qu'ils ont pas assez de visibilité, complètement. alors qu'ils le mériteraient peut-être fois 10, fois 100 et tout ça. Il y en a certains que j'aime beaucoup, qui sont hyper talentueux et qui méritent leur succès. Typiquement, je peux parler de Marie Palot, mais toi, elle, le succès qu'elle a, elle le mérite parce qu'elle travaille comme une dingue. C'est une archérienne du travail et tout. Tu vas dans plein de domaines en même temps. Ouais, dans plein de domaines différents et tout ça. Caro, j'aimerais que ça marche vraiment plus pour elle. Donc, allez lui donner de la force sur sa chaîne. Carrément. Et allez regarder l'émission. Twitch / Caroline Segara, puis vous abonnez, comme ça vous serez au courant pour les prochains Top Manga Collect. Exactement. Une fois par mois, on fait l'émission. Là, la prochaine émission, ça sera quand? Parce que nous, alors ça, là, on va sortir au mois de juillet. Justement, on sait pas si on va arriver à la caler avant ou après Japan Expo. Ça va être compliqué. C'est en plein milieu qu'on est tous les deux très pris. Ouais, bah peut-être après. En plus, déjà qu'on organise la conférence, ouais, mais après c'est un condensé, on refait pas l'émission en 3/4 d'heure parce que ça aussi, dure plutôt 2h30. Et à Japan Expo, normalement aussi, en ce moment, là du coup c'est trop tard quand vous regardez l'émission, mais il y a les votes pour les Daruma Awards qui sont faits dans l'application. Donc bon, c'est trop tard pour vous dire continuer de voter, mais Vous aurez déjà les résultats, il y aura déjà donc voilà, donc là il y a 2 semaines de vote du public et plus cette fois tous les votes sont ouverts au public, il n'y a pas que les prix du jury et les prix du public, tout sera fait à 50-50. Ça c'est vachement pratique, c'est-à-dire que les années précédentes c'était vraiment un jury qui sélectionnait. Il n'y avait que 2-3 votes du public. Voilà. Et maintenant c'est tout, c'est un peu comme l'Eurovision. Là il y a 50% de vote du public, 50% de vote du jury. Et ça c'est grâce à toi. C'est toi qui es allé vers eux ou c'est eux qui sont venus vers toi? C'est Team Manga qui s'occupe des Daruma et qui m'ont proposé l'idée. J'ai dit mais c'est trop bien, ça fait carrément sens. Donc et après ça m'a permis en plus de mettre plus en relation avec Japan Expo parce que je connaissais pas spécialement les personnes de Japan Expo avant. Et du coup on arrive à finaliser ça, etc. Et je devrais aussi remettre un des prix le vendredi sur scène. Ah, je serai là. Je sais pas encore lequel. On verra et ça. C'est accessible à n'importe qui. Normalement c'est sur une des scènes pendant Japan Expo. Ouais. D'accord, bah alors voilà. Ça a ouvert un peu. Parce qu'avant c'était fermé, c'était presque, il y avait que la presse et tout ça et voilà. Là je crois. Donc Je crois que c'est dans le programme. Hein. bah écoute, avec plaisir. J'irai regarder ça à ce moment-là. Bon, pour les personnes qui verront cette vidéo, certainement ils l'auront déjà vu. Si on refera de la com sur les réseaux. Voilà, c'est même ça. façon, même Japan Expo fait beaucoup de com pour les Daruma. Oui, voilà, c'est normal. Donc ça sera très bien. Les éditeurs aussi. Bah écoute, on a dit à peu près tout sur toi, sur ton parcours, sur l'application. C'est plutôt une bonne chose pour les personnes qui ne connaissent pas. Bah, n'hésitez pas à aller la télécharger, c'est le plus important et tout ça. Je vais te poser quelques dernières petites questions qui vont permettre justement au public de te découvrir toi un peu plus justement. Là, toi, t'es allé épier un petit peu les mangas que j'ai, donc moi, je vais te poser des questions sur... Voilà. Déjà, au niveau de Manga Collect, Ouais. combien de mangas tu as dans ta collection? J'en ai entre 1500 et 1600, je crois. Ce qui est très très bien. C'est déjà pas mal. Mais je suis pas même pas plus gros sur ma propre application, c'est ça qui est marrant. Est-ce que tu as le chiffre de la personne qui a le plus grand nombre de mangas? C'est pas une question. Ah, tu peux le voir? Non, mais j'avais des stats que j'avais fait l'automne dernier. Parce que je sais qu'on a de très Elles bons ont un petit peu daté, mais je l'avais fait justement pour une émission avec Caro, justement. Ah, ça c'est incroyable. On saura effectivement... je sais qu'il y a une certaine fierté aux gens de voir ça, donc... Bien sûr, bah franchement, c'est trop bien quand je vois sur les bios Twitter avoir le lien Manga Collect en bio sur... Ah bah oui. Je me dis, ah ouais d'accord, ta bio c'est ton Manga Collect, tu vois. Sur X, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui mettent moi ça. je dirais Twitter jusqu'à la fin. C'est comme les vieux qui disent Antenne 2. Écoute, voilà. On m'a enlevé un post parce que j'avais osé dire retweet et pas XT ou... Alors, tu vois, j'ai 11 personnes qui ont plus de 10 000 mangas. c'est incroyable. C'est impressionnant. Et il y en a que 175 qui en ont plus de 5 000. Mais c'est déjà énorme, C'est déjà énorme. Les gens ne se rendent pas compte, mais je crois que même tout cet appartement ne serait pas suffisant. Ah non, mais c'est énorme d'avoir 5 000. Moi, à 1500, on doit être... Quand j'ai le chiffre de l'automne, on doit être entre 4 000 et 4 500. Je pense à plus de 1500 déjà. C'est incroyable. Donc, ok, d'accord. Au niveau de ton type de lecture, quel est ton type de lecture préféré? Est-ce qu'il y a une thématique qui te parle le plus? Toi, tu as vu que j'ai un peu de tout. En CNN, je lis un peu de tout. Dernièrement, j'aime bien un peu tout ce qui est tranche de vie. Réaliste, un peu fantastique, ou vraiment genre... Attends, faudrait que je reprenne ma collection. Qu'est-ce que je lis dernièrement? Par exemple, dernièrement, moi, j'aime bien tout ce qui est historique. D'accord. Tu vois, il y a pas mal de titres comme ça chez Kiun qui me plaisent, type Cesare, Ad Astra, dernièrement du Mouvement de la Terre. Incroyable, mais les sciences et l'histoire, j'adore ce manga. C'est un titre, je trouve, qui n'a pas été suffisamment mis en valeur. Alors, il y a l'anime chez Comico aussi que j'aime beaucoup. Très très bon. Très très bien. L'anime aussi est disponible.
Je lis un petit peu. Golden Kamuy, c'est chez Kyo. Ah oui, aussi, ça j'adore. Ça, c'est un peu- En plus, j'adore l'humour qu'il y a dans face. Et cuisine et tout. J'aime bien parce que ce truc, il alterne le moment sérieux et les moments C'est ça. totalement barrés. C'est un manga qui est très, très spécifique, mais qui est très, très Ah, c'est bien. J'adore. J'ai pas regardé l'anime du tout, mais le manga, je sais depuis le début. Et du coup, parmi tes mangas, s'il y a une recommandation que tu dois. Mon manga préféré, vraiment, que je recommande beaucoup, qui malheureusement pas assez connu en France, c'est Space Brothers. Ah. Très, 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 très beau. C'est la science-fiction light, je dirais, parce qu'elle est légèrement dans le futur comme prétexte à dire qu'on est un petit peu dans la conquête spatiale. En tout cas, on n'a pas arrêté les programmes spatiaux pour aller plus loin sur l'ISS, voire faire une petite base lunaire. Mais ça reste quelque chose de très contemporain dans l'époque. Mais ça reste un peu tranche de vie, mais les personnages, ils sont tous tellement bien écrits. C'est une justesse, je trouve, dans la réalité entre eux. Et en même temps, le parcours pour devenir astronaute, pour moi, c'est comme l'examen Hunter. Tu vois, genre, c'est un même parcours. Et en même temps, une fois que c'est que le début, en même temps, je trouve ça. Donc, lisez Space Brothers. Ouais, ça, c'est un manga et tout ça. Et au niveau animé, est-ce qu'il y a un animé que tu recommandes et tout ça Dernièrement, bon, je vais pas faire. Dernièrement, j'ai beaucoup aimé Shiren, vraiment. Je crois que beaucoup. Ouais, c'est pas faire très. Alors, ça fait longtemps, j'ai toujours pas vu l'animé. J'ai les mangas. Ah, j'ai commencé par animé du coup. Et en plus, j'écoute même encore l'OST. Il faut regarder. Moi, je fais partie de ces personnes-là qui lisent. Alors, moi, je fais partie des personnes qui lisent le manga et qui, des fois, lisent le manga ou essaient de le voir en version japonaise pour essayer d'obtenir les droits. Et après, quand l'animé sort, t'es encore plus frustré parce que tu n'as pas eu le manga et tout ça. Ou alors, t'es encore plus heureux parce que tu as eu le manga et tout ça. Quand la vidéo sortira, l'animé Pseudo Harem va arriver. Je vais me dire, soit je vais être hyper content parce que je vais me dire, oh, l'animé est trop bien et j'ai le manga, c'est chez nous. Soit je vais me faire, ah, c'est dommage, l'animé est pas aussi bon que le manga, il méritait mieux et tout ça. Donc je peux pas le dire là pour le moment parce qu'on est encore dans le passé. Mais au moment où cette vidéo sortira, les premiers épisodes, donc peut-être je me dirai tout ça. 男と生まれたからには一度くらいモテてみたいよな。先輩、恋愛とか興味あったんですか？私がつきっきりで教えてあげよう。 Mais Shiran, oui, tout le monde me dit que l'animé est incroyable. Déjà, le manga, il était incroyable. Tu te rends pas compte du nombre d'éditeurs qu'on était dessus. Voilà. C'était une guerre, littéralement, pour l'avoir. Donc, Kiyun a très très bien géré en voyant les collecteurs et le travail qu'il a fait pour mettre en valeur la série. Mais l'animé, effectivement, est très très bon. Il n'y a que la première saison, si je ne me trompe pas, qui est disponible pour le moment. Donc, c'est pas longtemps que c'était. Ouais, c'est en début d'année, je crois. Ou en fin d'année dernière. Ouais, ça, moi j'ai un peu tout rattrapé d'un coup. Donc, il y a eu pas mal d'épisodes et tout. Donc, c'est une série de toute façon qui a amené à cartonner quoi qu'il arrive. Et c'est assez rare parce que en soi, je veux pas dire que c'est une tranche de vie, mais quasiment, tu vois, on n'est pas ouais, mais il y a des moments d'action, j'étais surpris justement. Ouais. Je pensais que c'était un peu tout tranche de vie, un peu à la To Your Eternity, un petit côté mélancolique dans l'immortalité. Il y a dans le premier tome, et vraiment dans le premier tome, tu penses que ça va aller vers ça en fait. Il y a, mais en même temps, c'est pas le but, l'action, c'est juste ça arrive. Des fois, quand il faut, on le bypass pas. Mais c'est pas le but en lui-même. Mais pourtant, quand c'est là. Je sais pas, mais j'arrive pas à expliquer Freerun. Et en même temps, on s'est vraiment farci l'animé d'un coup avec mon conjoint. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, je me suis mis, je pense, depuis quelques années au Boys Love. D'accord. Les fameux BL. Plongé dedans. Alors, avant, je voyais ça de très très loin. Tu vois, tout ce qui est Omegaverse, ça m'a jamais. Alors, j'ai entendu parler. Alors, il y a Carole et il y a Caro qui essaie de me comprendre. Alors, il y a une chose que vous devez comprendre. Que vous soyez hétéro, que vous ayez aimé les hommes, comme ça, le BL, il est pour tout le monde. N'importe qui peut le lire et tout ça. Maintenant, le plus difficile, c'est de se lancer. Mettre la bonne œuvre dans la bonne main. Exactement. Ouais. Bah, en fait, justement, moi, je voyais toujours ça un peu de loin, un peu comme un truc lecture que pour filles. Tu vois, je voyais un peu ça de loin. Et c'est vraiment Akata qui ont commencé à faire des mangas plus LGBT, on va dire, que Yaoi. Et avec des thèmes un peu plus sociaux, des histoires un peu plus réalistes. Et je me suis dit, ah oui, d'accord, il y a des trucs qui sont cool, etc. Après, je suis arrivé avec les recommandations, notamment du BL Café, de Tanja, etc. et de Caro, à piocher après chez les deux autres éditeurs historiques que sont Taifu et Ayana, pour piocher les titres qui pouvaient m'intéresser au milieu du tout reste. On met un peu tout dans la catégorie, alors qu'en fait, il y a plein. Il y a un univers. Et même, des fois, tu peux avoir des BL sans que ça soit forcément dit, tu vois. Genre Banana Fish. Oui, dernièrement. Pour moi, c'était l'un des premiers mangas qui avait cette notion-là et qui m'a pas, entre guillemets, qui m'a plu, tu vois, vraiment. En gros, moi, techniquement, de base, je suis pas la cible. On pourrait dire, effectivement, en tant
ça va rentrer dans le cliché, mais en tant qu'hétérosexuel, on n'est pas forcément amené à lire ce genre de manga, alors qu'il peut y avoir de très 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 bonnes choses, toi. Et je trouve que Banana Fish était un bon moyen d'entrer dans la chose. J'ai même fait l'animé, j'ai pas lu le manga. Le manga est très bon. Le manga est très très bon. Et en vrai, moi j'aime bien effectivement. C'est comme tu le dis. En fait, il faut juste que tu aies la bonne recommandation. C'est ça. Et à ce niveau-là, Sinon, tu te fais une mauvaise idée de tout. à ce niveau-là, Caro est très très fort. Parce qu'elle essaie de me convaincre d'en lire depuis des années. J'ai d'autres amis qui essaient de me convaincre d'en lire depuis des années. Et avec le bon manga, ils y arrivent. Donc voilà. Mais et du coup. Effectivement, tu as réussi à trouver les bonnes œuvres qui t'ont permis de rentrer. Il y en a des fois que je lis qui me plaisent moins après, tu vois. Voilà. J'essaie de. Mais du coup, maintenant, tu es rentré littéralement dans ce groupe. C'est vrai que des fois, je sais pas trop quoi lire, je suis fatigué. Un petit one shot, c'est plus facile, ou une petite série en 2 tomes. Ah bah voilà. C'est vrai que tu te poses moins la question du ah ouais, attends, faut que je relise celui d'avance, que je sais plus ce qui se passe au tome 34. Des fois, c'est Voilà. dans la palle. C'est pour ça que Chato ne fait que des séries courtes. C'est justement pour ça. Moi, je peux rebondir sur le truc. Les séries courtes, ça fait du bien en fait. C'est Non, mais après, je me rends compte en plus au fur et à mesure, vraiment, que je m'attache beaucoup plus au scénario et à la justesse de penser des personnages, vraiment quelque chose de réaliste dans la manière de penser, tu vois, que les personnages qui sont à la fois qui font pas des décisions un peu absurdes et qui évoluent en fonction des péripéties qui leur arrivent. Des fois, c'est que des archétypes qui sont, tu sais trop les prédire. Bah oui, quand c'est trop cliché. Ouais, c'est un peu. J'ai l'impression que le plus souvent, ce qui me touche le plus, c'est la justesse d'écriture des personnages. Et je vais dire quelque chose, en règle générale, c'est souvent les femmes qui écrivent mieux ce genre de choses et le comportement que les hommes. Donc, je suis désolé d'en déplacer. Spice Brothers, c'est un homme. Hein. Oui, alors, ça marche très bien aussi. Enfin, ça dépend du style, toi. Oui. Pour certains genres, effectivement, les hommes savent très très bien écrire et tout. Voilà. Mais dans d'autres genres très spécifiques, effectivement, les femmes ont une très bonne patte, une très bonne écriture qui permet justement de toucher spécifiquement, entre guillemets, comment dire, la caractérisation d'un personnage et vraiment comment il est amené et tout. Et je trouve ça vachement cool et tout. Donc, ok, belle recommandation pour les personnes aussi. On peut les mettre dans Manga Collect. Bien sûr. Ok. De toute façon, il y a même les hentai, c'est juste qu'ils sont même foutés. Hentai, ils sont foutés. Intelligent pour le petit coquin. Petit coquin. Et ils sont floutés, mais si tu suis les séries, les dates, les têtes des auteurs, il y a les recours. Bon, après ça aussi, les hentai, maintenant c'est juste avec l'App Store, c'est obligé de flouter. Effectivement. C'est obligé de tout flouter. Bon, on sait au moins ce qu'on lit et tout ça. Même les hentai, il y a de très bons hentai, il faudrait que je commence ça aussi. BL, hentai, n'hésitez pas. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a aucune honte à lire quoi que ce soit. Le manga, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on peut lire tout et n'importe quoi. Non, moi j'essaie en tout cas d'avoir l'exhaustivité du marché français. Il y a des fois, c'est plus compliqué de suivre des auteurs qui s'autodiffusent, etc. Des fois, ils n'ont même pas tous des codes barres ou des ISBN référencés, donc des fois, c'est un peu compliqué de les trouver, mais il y a même certains auteurs que je suis en contact pour avoir la couverture, c'est trucs comme ça. Ah oui, d'accord. Mais bon, la date, tu vois, même la date, je suis obligé de mettre une date, mais des fois, elle est un peu fluctuante. Quand c'est un crowdfunding, il n'y a pas vraiment de vraie date de sortie en librairie. Et en plus, il y a de plus en plus de crowdfunding, mais c'est un peu plus compliqué. C'est compliqué, donc souvent, c'est les gens qui me le disent, ah, t'as pas autorisé d'acheter. Et des fois, il y a même des mangas qui ne sortent pas en librairie. Typiquement Self, je sais pas si on peut le rajouter. Si, ah, il y est. Ouais, d'accord. De toute façon, je t'avais demandé les infos, tu me dis, là. Oui, c'est vrai, voilà. De toute façon, il y a quand même un code barre. Oui, il y a un code barre. Il y a un code barre dessus. De toute façon, souvent, l'ISBN et le N, c'est la même chose. Oui, c'est ça. C'est la même chose sans les tirets. Oui. Donc, voilà. Des fois, non, mais normalement, si. Et tiens, dans les évolutions, peut-être mettre des mangas, qu'on puisse référencer ces mangas numériques. En plus de personnes qui commencent à acheter en numérique. Mais le problème du numérique, c'est que... et en plus, c'est intéressant parce que le tome en numérique n'a pas forcément la même date, ni le même éditeur que le tome en physique. Et toi, qu'importe, parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir commencé en manga et après plus en numérique ou vice-versa. Mais le problème du numérique, c'est qu'il y a aussi les chapitres. J'ai pas du tout envie de référencer tous les chapitres de tout. Ça suit tout l'histoire, les machins. C'est un taf assez conséquent. Focalise-toi sur l'essentiel d'abord. Ouais. Ensuite, ça, c'est. Mais en vrai, dans les évolutions, tu vois. Ça pourrait être intéressant. Bah, après, de toute façon, on verra. N'hésitez pas en commentaire, justement, à indiquer, si vous connaissez l'application, quelles sont les choses que vous aimeriez voir justement dans l'application. Est-ce qu'il y a des évolutions, des choses que vous voudriez après, moi, je vois si ça match un peu ma roadmap. Ah, bah voilà. De toute façon, il faut prendre les feedbacks, mais il ne faut pas non plus les absorber. Et il faut être conscient justement de où on veut mener ça. En fait, presque intéressant, c'est que c'est jamais inintéressant le retour utilisateur de quelqu'un, mais souvent, il vient avec une solution. Ajoute un bouton ici, par exemple, pour faire ça.
Et en fait, ce qu'il faut, c'est... Toi, tu trouves que c'est stupide comme idée, par exemple. Mais en fait, si tu fais l'effort de déconstruire, mais pourquoi tu lui ajoutes ça? En fait, c'est quoi ton problématique? C'est parce qu'en fait, à ce moment de machin, etc. et tout, tu fais, ah d'accord, en fait, si ta problématique, c'est ça. En fait, soit, en fait, c'est déjà possible dans l'application si tu fais ça, même si c'est un peu détourné. Ou soit, ah oui, mais en fait, je sais comment je vais répondre, mais c'est pas du tout de cette manière-là. En fait, il faut que tu comprennes la problématique. Les gens ne te disent pas leur problématique, ils te disent une solution à leur problème. En fait, c'est souvent, tu as une meilleure solution qu'eux. D'accord, ouais. Quand tu penses au produit. Donc, c'est jamais inintéressant. Et en fait, des fois, c'est jamais inintéressant, mais il faut creuser. En fait, la vraie problématique. Voilà, et quand tu as la vraie problématique, tu peux répondre via plusieurs solutions aussi. Oui, bien sûr. Après, moi, je peux aussi réfléchir à d'autres trucs. Après, je vois aussi si la problématique revient souvent par rapport à plusieurs utilisateurs. Tu vois, quand il y a 10 personnes qui me remontent un truc un peu, je me dis, ok, peut-être un truc à creuser, quelque chose. Ouais, écoutez, demandez les solutions, il créera les problématiques. Je vais te creuser la tête en voyant les commentaires en disant, mais non, mais des fois, tu vois, j'ai des demandes qui sont hyper avancées, qui font sens, mais ce sera pas pour tout de suite, mais genre une gestion un peu multi-profil et famille d'une collection. Oh là là, c'est Netflix, là. C'est avec des piles, chacun une pile à lire. Mais t'imagines aussi en cas de divorce, reséparer une collection, c'est un truc de fou de séparer les collections, l'énergie, etc. Ça peut être très vite compliqué pour que ça reste simple à utiliser, tu vois. Ah non, laisse quand même un peu les utilisateurs travailler. Oui, mais c'est aussi dans l'usage. Tu vois, moi j'ai plus en plus aussi de parents qui utilisent l'appli pour leurs enfants. Oui. Et même pour eux, parce qu'en fait, ça leur permet de savoir quoi acheter. Alors, cas concret, j'ai eu lors d'une convention une mère de famille qui avait l'application. Elle lisait pas de manga, mais elle avait l'application parce qu'elle savait quels étaient les mangas que son fils avait et quelle suite il n'avait pas. Et du coup, en fait, elle est arrivée sur mon stand et c'était Dragon Metropolis, toi, et elle a acheté les 3 derniers, donc 5, 4, 3. Et j'ai fait, vous voulez pas le début de la série? Elle a fait, non, c'est pour mon fils, moi j'y connais rien et tout ça. Là, d'un coup, elle me montre Manga Collect. Elle voit les 3 qui manquent et me dit, voilà, il me montre ces 3-là, donc je vais lui acheter et tout. Alors, dans mon esprit, je fais, c'est intéressant, effectivement, parce qu'en fait, même pour une personne qui n'y connaît rien au manga, en ayant ça, en fait, pour faire des cadeaux, oui, il arrive et après une gestion un peu, d'avoir les amis permettra de débloquer d'autres trucs comme genre liste de cadeaux, genre de choses. Que de bonnes choses en fait qui vont arriver pour l'application et tout. Bah, ça c'est génial et tout. Bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite, encore plus de succès justement qu'il y en a là actuellement, que tu puisses gérer tes deadlines et intégrer comme il se doit toutes les nouvelles fonctionnalités et tout ça. Mais en tout cas, c'était cool parce que là, dans cette discussion-là, on connaît un petit peu mieux ton profil, on sait un petit peu comment est né Manga Collect, et on sait 2 choses. Déjà que c'est un projet de cœur, donc c'est vraiment... Il n'y a pas une recherche, entre guillemets, de maximisation du profit dans l'application, mais plutôt de répondre à un vrai besoin, tout en offrant des possibilités à... Ah, n'empêche pas l'autre. Voilà, c'est ça. Que tu vois à plus long terme. C'est exactement ça. Ça va pas te faire un coup. Et derrière... Tu as toujours réfléchi avant tout pour l'expérience utilisateur, et ça fait qu'aujourd'hui, on a une application qui est non seulement, je continue à la dire, mais la numéro 1 dans la gestion de manga, et à mes yeux, la numéro 1 au niveau appli manga en règle générale. C'est plus compliqué à dire ça. Après, faut voir des mais après, faut dire des choses, faut voir les chiffres aussi. Je te donnerai ça. Je masquerai des chiffres et je mettrai des faux chiffres en gros pour dire, voilà, c'est numéro 1. Mais en tout cas, tu as apporté une vraie solution à une problématique qu'on avait tous en tant que lecteur. Donc déjà, moi, je dois te remercier en tant que lecteur. Merci d'utiliser, merci à tout le monde d'utiliser. Et je dois te remercier d'être venu aujourd'hui pour pouvoir en discuter. Merci pour l'invitation. Donc j'espère que vous qui avez vu cette première émission, n'hésitez pas en commentaire. Alors, vous dites ce que vous avez besoin pour Manga Collect. Pour cette émission, vous dites... C'est Noël. Voilà, vous dites ce qu'il faut changer. Parce que je remarque que peut-être on était trop en train de se regarder. Ouais, on n'a pas assez regardé la caméra. On n'a pas regardé assez la caméra et tout ça, mais c'est aussi ce côté un peu plus chill en fait. Alors, cette émission, ce qui est bien, c'est que les gens peuvent à la fois la regarder entièrement via YouTube, ils peuvent juste l'écouter s'ils le veulent. Oui, c'est un podcast. Voilà, c'est un petit côté un peu podcast et tout. Et peut-être je la mettrai en podcast sur Spotify, je verrai. Peut-être ça permettrait effectivement aux gens qui veulent juste écouter l'émission de l'écouter. Mais ça permet justement de mieux comprendre un profil, mieux comprendre des personnes qu'il y a derrière, parce qu'on se rend pas compte, des fois, il y a des choses qui peuvent paraître impressionnantes de prime abord. Typiquement, Manga Collect est impressionnant de prime abord de par son UX, de son interface, qui est facile à utiliser, ses fonctionnalités et tout ça. Et ça, on a l'impression que derrière, il y a des équipes de fous furieux qu'il y a derrière, alors qu'en fait, il y a juste une pauvre personne qui boit du café. Plus si pauvre. Voilà, c'est ça. Derrière, il est en pyjama en train de gérer les choses manuellement depuis chez lui et tout ça. Et du coup, c'est intéressant de savoir ce qu'il y a derrière. Donc, quand les gens te verront, effectivement, peut-être à l'avenir, ils diront
alors, soit ils connaîtront pas ton prénom et ils diront « Ah, c'est le mec de Manga Collect et tout ça !» De Manga Collect, voilà. C'est ma nouvelle particule. De Manga Collect, tu pourras dire je suis Freddy de Manga Collect, tu vois, avec le petit ton, genre je suis un aristocrate. CEO, bitch. Voilà. Ah oui, oh, ça serait incroyable. Tu mets un t-shirt, tu vois, genre un de CEO, voilà. Mais en tout cas, les gens te connaîtront un peu mieux. Et j'espère qu'il y aura toujours autant de bienveillance qu'il y a actuellement, parce que je le vois, la plupart des utilisateurs de Manga Collect sont extrêmement bienveillants. Ouais. Donc, Non, mais même maintenant, quand je reçois des DM, j'ai beaucoup de retard. Enfin, tu vois, j'essaie de patcher mes DM. J'en ai plein partout, désolé de ne pas répondre aussi rapidement, mais en vrai, les gens sont cool. Ouais, ils me disent salut, j'adore ton appli, avant de me demander une question. À la fin, ils disent t'inquiète, prends ton temps pour répondre. Les gens sont trop gentils. Franchement, j'ai dû voir, en des années, j'ai dû voir 2-3 tweets un peu méchants, et encore, ça m'a plus fait marrer qu'autre chose. les haters, c'est le début de la gloire. Non, mais dans ce cas, j'ai pas de gloire. Parce qu'un hater, Oui, mais je m'en fous d'avoir la gloire, j'ai la popularité de l'appli, quoi. C'est tout, de toute façon. En tout cas, c'est cool. Je te remercie vraiment d'être venu. Merci encore pour l'invitation. Merci à tous les utilisateurs de Manga Collect. Merci aussi beaucoup au Premium. Vraiment, c'est. Voilà, continuez à le soutenir. L'appli est là pour longtemps, vous inquiétez pas. C'est ça. C'est vrai qu'en ce moment, on est obligé on est là pour longtemps. Vous inquiétez pas. Et c'est jamais aussi bien porté. Donc, n'hésitez pas. Si vous ne connaissez pas l'appli, de toute façon, je vais mettre un lien dans la description pour que vous puissiez aller télécharger directement l'application. Si vous l'avez déjà, vous mettez une bonne note. C'est toujours bien. Carrément. Voilà. Ouais, 5 étoiles, lâchez les étoiles. C'est vrai. Oh, c'est mon pouce bleu à moi. Tu c'est ça. Les youtubeurs, lâche tes étoiles. Mettez un pouce bleu sur cette vidéo. Lâche tes 5 étoiles. Lâchez les 5 étoiles. Et un beau commentaire. Et un beau commentaire, effectivement. Voilà. Ça prend que quelques minutes, mais ça aide beaucoup. Voilà, ça aide beaucoup et ça apporte énormément de motivation justement aux créateurs et tout ça. Donc voilà. En tout cas, merci. C'était vraiment cool de t'avoir vraiment pour cette première, parce que j'avais besoin de quelqu'un qui avait un profil comme le tien, c'est-à-dire une sorte d'autodidacte qui a réussi à créer quelque chose aujourd'hui qui commence à être connu de tous. Et en vrai, j'ai appris plein de choses. Et c'est ça aussi le but de l'émission, c'est parce qu'on discute énormément entre nous avant. C'est le prétexte. C'est le prétexte idéal pour moi Et c'est comme ça que ça marche. Hein. C'est presque être un peu le fanboy, parce qu'on va pas se le cacher, toi. Les gens que je reçois sont des personnes dont j'admire également le travail, toi. Donc quand je te reçois pas uniquement en tant qu'ami, en tant que personne, je te reçois en tant que vraiment confrère déjà, et vraiment une personne qui a un background, qui a un profil pour moi qui est pertinent, qui est intéressant, et qui peut-être donnera de la motivation à beaucoup de personnes qui regarderont cette vidéo et qui veulent lancer un projet, qui peut-être ont fait les mêmes études que toi et qui ont dans leur tête un projet pas forcément similaire, mais un projet d'application qu'ils ont depuis de nombreuses années, qui diront ok, après avoir écouté cette émission-là, peut-être je vais me lancer, peut-être je vais m'y mettre un peu plus sérieusement pour voir si ça peut. Est-ce que tu as des conseils justement pour ces personnes-là avant qu'on se quitte? Faut gagner de l'argent. Faut se lancer vite. En vrai, faut. Au début, on se dit je le lancerai une fois que ce soit prêt, une fois que ce soit mûr, etc. Faut lancer vite. Faut lancer vite un truc. Normalement, en fait, si t'as pas honte de la première version d'un truc que tu lances, c'est que tu l'as lancé trop tard. Ok, voilà, c'est le meilleur conseil. Voilà. Donc, vous savez quoi faire maintenant. Vous savez quoi faire. Il faut shipper. Faites vite. Ship. Vite. N'importe quoi. Je veux que d'ici demain, il y a une personne qui a vu cette vidéo qui lui a lancé un truc dans ce moment. Voilà. Je lance ce soir. Écoute, merci à toi d'être venu. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux aussi. Oui, sur Twitter, Instagram, et même j'ai un compte. Blue Sky, Thread, on essaie de faire ailleurs aussi. Page Facebook, un peu à l'abandon, mais je suis plus sur Twitter pour les infos. C'est plus facile de communiquer, je trouve, à l'écrit qu'en visuel à Instagram. J'ai du mal à faire du contenu régulièrement sur Instagram. Donc sur Manga Collect à peu près partout. D'accord, c'est vrai. Manga Collect. De toute façon, mangacollect.com, vous avez tous les liens. Je mettrai les liens directement également dans la description comme ça les gens. Sur l'App Store, de toute façon, c'est comme ça que les gens trouvent l'appli ou partent. Écoute, merci beaucoup d'être venu, d'avoir pris ce petit thé, ce petit café, d'avoir discuté de tout ça. J'espère. Et Manga Collect, c'est santé d'ailleurs. Parce qu'il y a des fois des gens qui écrivent Manga Collect. Oui, ça me trigger. Il manque le T. Je dis rien, mais ça me trigger. C'est vrai que je sais pas pourquoi naturellement on ajoute le T, mais. C'est pas une collecte de fonds. Ouais, mais ça reste une collection. Ouais, mais tu dis, je partage ta collecte. Tu dis pas, je prépare ma collecte. C'est vrai. Tu vois. C'est vrai. Voilà. Moyen mémotechnique qu'on rajoutera. Pensez à la collecte.
on a une Et du coup, pour le référencement, j'ai toujours un peu des gens qui viennent avec le T sur l'App Store, sur Google et sur le. achète le, achète le nom de domaine Manga Collect. Achète le nom de voilà. On va se diriger, ouais. Exactement, ça sera le bon moyen. Moi, j'ai le temps de l'acheter avant de la shopping là. Avant que la vidéo sorte, voilà. Comme ça les gens pourront déjà le faire et tout ça. Donc voilà, n'achetez surtout pas le nom de domaine si c'est pas encore fait. Laissez-lui quand même, hein, c'est un minimum. Petit bombing. Ah, exactement. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Une prochaine fois avec un nouvel invité, un profil encore totalement différent. Ça va être totalement autre chose, mais c'est ça qui est intéressant avec cette émission, c'est justement d'avoir des profils qui sont très variés. Vous verrez que le monde du manga, c'est pas uniquement les éditeurs. Il y a plein de gens qui tournent autour, même autour de la pop culture en règle générale. Et du coup, ça sera toujours intéressant de les recevoir pour connaître un petit peu leur parcours, leur background et tout ça. Alors, jamais ça sera trop dans les détails, c'est-à-dire que je vais pas donner son adresse et je vais pas dire dans quelle école il est allé, ce qu'il fait, quelle est ta nourriture préférée et tout ça. Ah bon, ta nourriture préférée, si les gens doivent t'offrir quelque chose, dire les conventions. Ouais, j'en sais rien, j'avoue. Bon bah voilà, donnez-lui de la bouffe, ça marchera bien. Non mais évitons le sucre en ce moment. Après, pour les plus jeunes, pour les études, moi j'ai fait un DUT SRC à l'époque, je crois que ça s'appelle MMI aujourd'hui, multimédia internet. C'est pas tout à fait informatique, ça qui est intéressant. Je disais multimédia, on touche un peu plus à tout. Il y en a qui font de l'audiovisuel aussi derrière, un peu plus de design et du code, plus souvent des projets web que des. Qu'est-ce qu'on disait? Je me souviens en porte ouverte, on disait les gens qui doivent en informatique, t'apprends à coder Photoshop et nous on apprenait à l'utiliser. Tu vois, c'était un peu plus. D'accord. C'était plus marrant, on était le côté un peu plus marrant. Donc voilà. Bon bah écoute, au moins vous saurez approuver quel est le parcours et peut-être ça sera la chose dont je poserai la question pour la prochaine fois si les gens ça les intéresse vraiment d'avoir les prérequis. Si, on me demande pas mal des fois, il y a des gens un peu des étudiants d'informatique qui me demandent en quoi est fait l'application, genre de. D'accord. Bon écoute. N'hésitez pas à lui poser les questions sur les réseaux sociaux. Normalement, il y répondra quand il peut. Elle est faite en React Native, voilà. Et c'est pour ça qu'elle est aussi bien. Et c'est pour ça qu'elle est multiplateforme, que je peux faire tout ça tout seul. Sinon, jamais j'aurais eu le temps de coder pour iOS et Android. Ouais, j'imagine. Ça t'en fait. En tout cas, merci à toi. On se dit, nous, à une très prochaine fois. On va continuer certainement à discuter, à prendre un café, à aller manger ou je vais lui montrer toutes les choses autour de Chato-chan qui est le meilleur personnage de tous les temps. Et je dis pas ça parce que je l'aime bien. Mais je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. C'était Nico. Choose tout le monde. Merci encore. Ciao. Ciao.